C'est Podcast, ton moment poker c'est sûr. Surtout si tu es une serrure. Avec Flavien, M-Trip et Chauffe qui peut. Installez-vous, on joue un peu. Et c'est parti les gars, on est parti pour un nouvel épisode de podcast. Du coup, on va vous préparer un épisode un peu spécial aujourd'hui puisqu'on va pas faire d'actu. Il n'y a pas d'actualité marquante en tout cas pour nous en ce moment. Donc on va jump directement sur la thématique principale qui aujourd'hui va être un très très gros morceau puisqu'on va parler de la variance en tournoi au poker. Et donc là je suis sûr qu'on a nos deux invités qui vont avoir pas mal de choses. Je sais pas pourquoi je dis invités. C'est pas comme si vous étiez là invités tous les jours les gars, mais c'est pas grave. Je me sentais à part entière dans le projet, mais bon, je suis peut-être invité, c'est peut-être un siège éjectable. Non, pour pas vous mentir, on est en train de vous faire un hors-série parce qu'en réalité, il y a l'un de nous trois qui part à Vegas, donc on aura des problèmes pour record. Donc voilà, on essaie de faire un petit truc pour anticiper et satisfaire vos besoins de podcast toutes les 2 semaines. Attends, mais Robin aussi va partir. Moi je pars un peu plus tard. Encore. Ouais. Et justement, on va se passer le relais. Mais bon, l'amateur éclairé en tout cas, elle parle un peu plus tôt que le professionnel, quoi. Du coup, la variance au poker. Ensuite, on aura notre petit train-train habituel, un start bench cut de Adri. On y reviendra. J'ai préparé un petit truc un peu spécial sur cette édition. Ça sera un quiz assez spécifique à chacun d'entre eux. Et on aura une main marquante de Flav. Voilà, qui durera. C'est quoi le quiz t'as fait des questions d'enfants pour Adrien et moi tu m'as fait de vraies questions, c'est ça? Ouais, tu vas pas être déçu, je pense, des questions. Bah, tu sais, c'est un peu le truc quiz un peu rapide avec réponse instant et essayer de répondre aux 10 questions en 60 secondes, ce qui va être un challenge pour toi, Flavien, je pense, assez impressionnant. Est-ce qu'on pourrait respecter le vainqueur du dernier quiz sur Las Vegas, s'il vous plaît? J'ai senti une petite balle perdue alors que c'était pas mérité. Ouais, non, c'est vrai qu'on ne parlera pas de ce quiz. Alors, moi j'irais plutôt le perdant du dernier quiz, c'était Robin. Voilà, ouais. J'accepte ma défaite. J'ai été. Et je pense qu'on devrait avoir une immunité sur le podcast d'après quand on gagne un quiz. On n'a pas le droit de se faire trash talk. Ce serait pas mal ça. On va y réfléchir. Mais ça t'arrivera pas souvent dans tous les cas. On verra. Alors déjà, et puis on va pas promettre ce qu'on peut pas faire. Les gars, on a un énorme morceau avec la variance en MTT. C'est quelque chose qui touche tout le monde, qui est sous-estimé. Tout le monde le dit, par tout le monde. J'ai une question pour commencer à un peu mettre les pieds dans le plat. Si ça te va, Flavien, tu peux commencer à répondre. Est-ce que tu peux nous définir en une phrase si tu devais expliquer la variance en MTT à quelqu'un Comme par hasard, c'est à moi que débarque tu le dans dis. le poker, quoi. La variance, en vrai, j'avais même pas anticipé cette question. C'est dur à définir en une phrase. Belle préparation, ouais. Non, mais la définition en une phrase de la variance, déjà la définition de la variance, c'est pas si facile que ça, mais je dirais juste la variance, c'est le fait de pas avoir le résultat moyen auquel on aurait dû faire face. Peut-être que c'est la manière de le dire. Alors moi je dirais que pour une action donnée, on peut avoir un spectre de résultats qui peut être très différent. Ok, moi je vais tenter quelque Moi, chose. je pense. Ah, pardon, vas-y. Non, c'est la part de chance au poker. C'est la définition de la part de chance au poker. Ok, Oui. En fait, c'est qu'on veut juste faire les mecs, on veut pas dire ouais, le poker c'est un jeu de chance, du coup on met variance à la place. Ouais, écoute, ça fait 6 mois que tu perds 2000 € à BI5, quoi. Bah, c'est la variance, hein. C'est la variance. Mais je crois que c'est le concept même, la définition de variance, c'est beaucoup plus propice à avoir un exemple plutôt qu'une définition en mots. Et du coup, je dirais, la variance, c'est le fait que quand tu joues un tournoi de poker, tu es censé avoir une note de 12 sur 10 quand tu rends ta copie, et que parfois tu vas avoir 8, parfois tu vas avoir 16, mais qu'en moyenne tu vas avoir 12. Voilà. Ouais, très bien. Et la variance, il faut rappeler que c'est un concept mathématique aussi, hein, qui permet de définir des résultats, etc. C'est de ça que c'est lié, quoi. Enfin, moi, je suis pas d'accord sur le côté notation. Hein. Parce que la note, tu considères la note comme étant le résultat. Alors que la note, pour moi, c'est un peu ta façon de jouer, tu vois. Potentiellement, tu peux avoir... Non, mais là, c'était une image. La note, c'était pas une histoire de notation de ton niveau, tout ça. Là, c'était une image, hein. On est bien d'accord. Ouais, c'est ce que je te dis. Mais dans ton image, ça pourrait... La note, c'est un peu une question de performance, quoi. C'est ton niveau de... technique, on va dire, ou de... Non, c'est la somme moyenne que tu vas gagner. C'est la somme moyenne que tu vas gagner dans un tournoi. J'ai une métaphore, je sais pas si elle est bonne ou pas. Imaginez que vous faites un QCM, vous êtes à l'examen de médecine, il y a 4 cases à cocher pour chaque réponse, et en fait la variance c'est que vous avez un énorme strabisme. Du coup vous connaissez bien la réponse, sauf qu'à chaque fois vous louchez et de temps en temps vous cochez la case d'à côté. Du coup en moyenne ce sera bon parce que vous savez ce que vous visez, mais il y a quand même un petit décalage gauche-droite de temps en temps, quoi. Les gars, c'est une catastrophe. En une phrase, on a fait 15 alors qu'il avait un exemple de ouf. Non mais il avait un exemple de ouf, c'est que tu vas à un examen, t'as un QCM et tu veux cocher au pif. Imaginons que tu coches au pif. Tu sais, il y a 4 réponses, tu dois cocher au pif A, B, C ou D. Et que tu coches à chaque fois, il y a une des 4 réponses qui est juste. Et tu coches au pif. En fait, en moyenne, s'il y a 20 questions, tu vas avoir 5 sur 20. Il y en a un qui peut avoir 10 et un qui peut avoir 2, tu vois. Donc il y a de la variance. Et le résultat, tu cliques au pif au poker? Ça dépend pour qui, mais souvent. Parce que c'est un peu bizarre quand même.
Ok, bon, il n'y a rien de tout ça qui était très clair, les gars, on vous l'accorde, mais on va rentrer dans le détail. Non. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ah ouais. Vous nous direz en commentaire, les gars, comme d'habitude. Adri, quels sont pour toi les éléments qui définissent la variance en poker tournoi? Qu'est-ce qui impacte la variance? Quels sont les éléments qui peuvent faire varier ou définir la variance ou, disons, avoir un impact sur ta variance quand tu joues en MTT? Le format de jeu, déjà. Par exemple, en PLO ou en Hold'em, la variance sera pas pareille. En PLO, les écarts généralement seront beaucoup plus resserrés. Il y aura aussi la taille des fields. Si vous allez jouer un field où il y a, comme par exemple le plus petit field qu'il y a eu à Vegas qui était de 64 joueurs, et ben, il y aura beaucoup moins de variance que dans le plus gros field de Vegas où il y avait 28 000 joueurs, il me semble, quelque chose comme ça. Et donc du coup, vous mettrez plus de temps à obtenir votre valeur réelle et vos résultats réels sur un gros field parce qu'il faudra une tonne d'échantillons. Alors que si jamais on joue un tournoi, disons à 3 joueurs, un sit and go, ça va beaucoup plus rapidement se lisser et du coup vous allez suivre rapidement, donc les fluctuations des résultats vont rapidement suivre la ligne qui devrait être celle de vos résultats réels. Voilà, donc j'ai dit format, nombre de joueurs, niveau des joueurs, votre niveau à vous aussi, parce que plus vous êtes fort, plus vous avez un edge et plus vous générez de levées. Et donc du coup ça permet de lisser la variance, ça aussi. Et ensuite la durée des niveaux des tournois, parce que plus la durée va être courte, moins vous jouerez de main, et donc plus ça va augmenter cette variance également, et moins vous aurez le temps de déployer votre edge. Voilà, C'est marrant ce que tu dis quand tu dis que toi tu considères qu'un joueur qui est meilleur va avoir moins de variance qu'un joueur qui est moins bon? Ah oui, sur un même fil de données, ouais, tout à fait. Ouais. Sur un même field, donc par exemple un field de soft, quoi. Oui. Ouais, c'est ça, ouais. Disons que si tu fais 3 BB100, bah, c'est pas pareil qu'un mec qui va faire 15 BB100 parce qu'il va beaucoup plus sprint, etc. Il va plus souvent se retrouver en late game. En late game, il connaîtra mieux l'ICM. Du coup, il va plus souvent faire son truc et tout, quoi. Ah, quoi que tu me diras, c'est sûr que le ROI en fait il est différent, mais est-ce qu'il subit moins la variance? Oui, je pense aussi parce qu'il va peut-être aussi choper les spots où il sait qu'il n'y a pas besoin de gamble, tu vois, il va refuser un gamble à un 60-40 parce qu'il sait qu'il a de l'edge derrière, etc. Je pense qu'il y a quand même moins de variance pour des bons joueurs, ouais. Ouais, c'est Après, le bon intéressant. joueur, souvent, il va pas se bullshit. Il va accepter de prendre des coups à tapis que un moins bon joueur peut-être refuserait, soi-disant, parce qu'il refuse des flips et gna gna gna. Et du coup, il aura plus de variance dans son jeu, peut-être, d'une certaine manière, on peut le voir comme ça. Maintenant, juste de facto, un bon joueur étant meilleur, il développe un meilleur ROI. Et quand tu développes un meilleur ROI, tu gagnes plus en moyenne sur chaque tournoi, et donc tu as moins de variance. Je pense que de toute façon, ça c'est assez implacable, je pense. Si tu es meilleur, tu as un meilleur ROI, donc tu as moins de variance. Pour les éléments sinon qu'a dit Adri, je suis plutôt d'accord sur tout. Je sais pas si on a vraiment beaucoup à rajouter. Je dirais que là où ça se ressent beaucoup la variance et là où les gens se trompent, c'est qu'ils ont tendance à énormément associer la variance au fait de partir à tapis pré-flop. Et ils veulent fuir la variance, fuir des coups à tapis. Et c'est vraiment l'image de la variance, les coups à tapis pré-flop. Jouer un coin flip, les trucs comme ça. Mais la variance, elle est présente dans beaucoup d'autres domaines qu'on ne ressent pas forcément, enfin beaucoup moins en réalité de l'extérieur. Ça va être la capacité à tu 3-bet un mec, il fold et déjà c'est un peu de variance. Tu sais bet le flop, enfin tu 3-bet, il call, tu sais bet un flop qu'il a raté. Et au final il y a déjà une part de variance, c'est-à-dire que t'es pas tombé sur la mauvaise partie du range kit 4 bet, il a raté le flop et t'as engrangé des jetons. Et t'as gagné 6 blindes plutôt qu'en perdre 5, et avec tes 25 blindes ça fait un écart massif. Tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça. T'as check raise un flop, ça passe. La variance elle est là, omniprésente, partout, dans la capacité à prendre ou pas prendre des setups, que quand tu sais bet plusieurs fois consécutives, les adversaires n'aient pas touché, qu'ils aient pas un bon combo pour te check raise. En fait, elle est partout, elle est omniprésente, et on a tendance à la limiter aux coups à tapis. Et on a tendance à souvent se dire, oui, mais du coup, je veux refuser des coups à tapis parce que je veux refuser cette variance et aller sur des spots plus simple, moins variance, etc. Mais elle est aussi présente dans les autres spots. Tu peux refuser un coup à tapis, puis tu veux jouer small ball, et puis derrière tu vas raise, le mec va te check raise le flop, tu vas raise, il va te 3 bet, puis ensuite tu vas tu vas avoir un setup, et tu peux avoir refusé ce que tu voulais, tu l'as pris la variance, tu vois. Donc je pense que c'est important de rappeler ça également. Ok. Bon, je suis assez d'accord avec ça, évidemment. Je pense que même dans le choix de table, enfin, dans ton site draw à la table, tu vas arriver en TF, tu vas être à gauche ou à droite du chip leader. Enfin, c'est tellement monstrueux, moi, je trouve, et les éléments indirects sont tellement nombreux à impacter ton ROI sur un tournoi que c'est assez fou quand tu commences à lister tout ça, je trouve.
Mm. Ouais. D'ailleurs, il dit le format de jeu, mais on a aussi oublié le format, donc pas Hold'em PLO, mais le format KO, Space KO, Mystery, Vanilla. Il y a des Ouais. formats qui vont pousser au gamble. Et là, justement, les Space KO, moi j'ai pas mal d'amis, on va dire règles professionnelles, qui se plaignent de ce format-là parce qu'ils rajoutent une variance monstre et du coup ils ont peur de pas réaliser leur héroï parce que la probabilité de tomber sur un token légendaire dans le tournoi, d'être à sa table, d'avoir le stack pour le bust, d'arriver à avoir le spot pour partir à tapis, d'arriver à le bust et ensuite de roll correctement sur le token, ça fait tellement de conditions qui font qu'en fait la fois où ça va arriver, elle va arriver très très rarement et ils ont peur qu'à l'échelle de leur carrière ça n'arrive pas et que du coup ça pourrisse un peu leur héroï sur ce format là quoi. Ouais, c'est clair. Et puis tu peux même aller du côté des joueurs amateurs qui ont le même ressenti parfois, même pas spécialement pour les Space KO, mais juste pour des KO. Hein. Il y a certains joueurs amateurs qui ont un peu un ressenti négatif sur le fait de jouer des KO parce que ça crée une variance. Parce que sur un tournoi KO, t'es obligé de gamble des tas de coups à tapis que tu vas beaucoup moins gamble sur des tournois non KO. Et il y a plein d'amateurs qui en fait refusent ce truc-là, qui veulent tellement jouer un poker dans leur perception du jeu où on respecte un petit peu certaines choses, on joue beaucoup plus slow, etc. Et ils refusent ce côté partir à tapis. Et il y a vraiment plein d'amateurs qui détestent ce côté KO. Pour Et citer de un prendre joueur des risques. pro qui stream sur Kick, il a dit c'est le vrai poker, pas les Space KO. Faut parler du vrai poker quoi. Je sais pas si vous avez la Ouais. ref. Dans le chat, J'ai vous l'aurez pas, peut-être. je devine qui c'est, mais Ouais, mais moi, ça m'étonne un peu ce que tu dis, Flav, parce que j'ai l'impression quand même les tournois KO et Space KO, c'est les tournois qui drivent le plus de monde, quoi. Bon, si je prends ouais, l'exemple mais Winamax, les oui, oui, fields, des sur récréatifs, les etc. Vanilla, t'en Oui, bien as. entendu. Enfin, c'est assez fou, Mm, quoi. Je mm. trouve la différence. Quand tu regardes online, je pense que la plupart des joueurs demandent que du KO maintenant, non? Ouais, ouais. Mais je t'ai pas dit que c'était la majeure partie des gens, attention. Hein. Je Mm. t'ai dit qu'il y avait toute une gamme de joueurs qui refusaient un peu ce truc-là. Souvent, les joueurs un petit peu éclairés qui jouent depuis longtemps, qui ont un petit peu bossé le jeu, qui ont un peu réfléchi et tout, souvent ils sont assez refroidis à l'idée de beaucoup gamble à tapis préflop. Il y a quand même ce truc, cet instinct de survie de joueurs de tournoi qui est assez fort et du coup ils sont assez allergiques à ces PKO et ils vont les jouer in fine. Et ils vont souvent jouer presque comme un freeze out. Moi je connais vraiment beaucoup d'amateurs qui vont me dire bah, je joue des tours à PKO comme je joue des tours à freeze out quasiment quoi. Tu vois. Donc Mm. en tout cas si tu le joues normalement le tournoi PKO, Space KO, KO qu'est-ce qu'il soit, même Mystery KO d'ailleurs, la variance elle est tellement, enfin elle est débile, t'as des coups à tapis. Des fois, tu fais des sims, tu regardes, il y a un mec qui a 5 blindes à table et un mec qui a 21 et 3 mecs qui ont 40 blindes, et tu te rends compte de ce qui doit partir à tapis dans ces spots. Tu fais, mais attends, ah ouais, t'as 17 août. Ouais, bah moi j'ai valet 9 août, c'est top. Tu sais, il y a vraiment des trucs de Ouais. ouf des fois. Hein. Moi, ça me donne envie de rebondir sur ce que tu disais, Adri, c'est un peu hors sujet, mais tu vois, sur les règles qui sont pas fans des KO, notamment des Space KO, moi j'ai Michael Gatti qui m'en a beaucoup parlé aussi, et lui, il aime pas du tout le format. Et on a pas mal échangé là-dessus avec lui. Mais il y a quand même un truc qu'il faut jamais oublier, c'est que le joueur de poker, il vit des joueurs amateurs qui viennent jouer, tu vois. Et donc d'avoir des formats qui ramènent beaucoup de joueurs amateurs parce qu'ils s'éclatent et qu'ils vont passer un bon moment, etc., c'est bon pour tout l'écosystème. Le mec s'éclate, a envie de revenir, joue plus souvent, et du coup, il y a potentiellement plus d'argent à aller chercher sur le marché, quoi. Je pense que ça, c'est un truc quand même assez imbattable. Alors, si on veut faire un débat Space KO, il est probable que ce soit une bonne chose, du coup, comme tu le dis, à court terme. À moyen terme, je suis plus si sûr, et à long terme, encore moins. Ah ouais? Parce qu'à long terme, une fois qu'il y a la bulle un peu Space KO qui s'étouffe, qui s'essouffle, et que tu te retrouves avec un petit peu ce truc, il y a moins de joueurs comme ça qui viennent pour le Space KO, bah tu te retrouveras avec un format qui avait le même nombre de joueurs qu'avant, sur un format qui est hyper variancé, qui a même un rake effectif qui est plus élevé en réalité. Donc tu vois, je pense que là, maintenant tout de suite, j'en suis content. Je pense que d'ici quelques années, ça peut devenir un problème, quoi. Mais j'espère qu'il y aura un nouveau format, j'espère qu'il y aura une autre nouveauté, et j'espère qu'il y aura un changement. Donc, in fine, ce sera pas très très grave, tu vois. Mais en tout cas, c'est bien pour moi ce que tu dis, effectivement, à court terme et peut-être un peu à moyen terme, c'est tout. T'en penses quoi, toi, Adri? Parce que toi qui joues la grille assez régulièrement, est-ce que t'as l'impression que les fields, là, c'est sorti depuis combien de temps, les Space KO? Un an et demi? J'ai l'impression que ça désemplit pas, quoi. De mon ressenti, en tout Ah non, cas, pas du tout. Puis il y a c'est une folie, quoi. une conversion incroyable entre tous les tournois qui ont un petit peu résisté au format, mais maintenant, en l'occurrence, Winamax est en train de tous les passer en Space KO quasiment, et c'est très dur de trouver d'autres formats parce que c'est dicté évidemment par les tendances et ils voient que les statistiques, bah, les gens ils privilégient ce format-là, et donc forcément, bah, on va jouer ce format-là parce que c'est ce qui vit comme type de tournoi. Et du coup, effectivement, les joueurs amateurs adorent ça. Moi, en tant que professionnel, j'aime ça aussi, mais parce que je pense que je suis du bon côté de la variance. Après, il y en a beaucoup pour qui c'est plus compliqué. Et honnêtement, sur les courbes que je peux voir depuis plus d'un an maintenant, vu que ça a fêté ses un an en début d'année, je trouve qu'il y a quand même un changement de la typologie
des courbes de résultats des joueurs pros depuis la sortie des Space KO, où là les lignes droites sont beaucoup moins droites et commencent à osciller davantage, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est que j'ai un prisme ou quoi que ce soit, mais un biais, mais... Ouais, non, c'est intéressant. Mais c'est sûr que pour le joueur régulier, c'est peut-être plus difficile de réaliser son ROI, ça je suis d'accord avec toi. Ouais. Bah non, justement, parce que nous on va arriver à faire quand même, je sais pas, 1000 fois plus de volume qu'un joueur amateur, et donc on aura plus de chances de réaliser notre héroïque qu'un joueur amateur. Mais par contre, un amateur, il aura la chance de faire son one time, et du coup, s'il le fait, bah, c'est incroyable, parce que du coup, il va jamais redrop derrière ce qu'il aurait dû drop, quoi. Donc, Ah, mais tout dépend de la volumétrie que tu as besoin de faire de tournoi pour réaliser le ROI sur des formats comme ça, quoi. La chance de toucher, comme tu dis, le contexte, token légendaire que tu max roll, etc. Le setup, je sais pas quelle est la chance de le toucher, mais c'est quand même. Ah, c'est monstrueux, c'est sûr, monstrueux, mais je pense. forcément. Ouais. Plus on fait de volume, plus on va s'en rapprocher, donc Mm. mieux ce sera. Mais d'ailleurs, j'ai prévu un invité spécial qui va nous parler de ça, c'est All-in Ilan, qui lui a touché du coup 2 tokens légendaires en moins de 2 mois, et qui du coup est du bon côté de la chose. Ouais. Pour l'instant, c'est cool. Ouais. Mais comme il disait, je trouve que c'est dur de s'excuser aussi de ça, quoi, parce que tu joues plein de tournois aussi où tu te fais éclater et bon, bah, ça tombait là, et il va peut-être bad run pendant 1 an derrière, personne va lui reprocher d'aller choper ces 2 trucs enfin, ces 2 tokens, quoi. Oui, c'est ça. C'est Et comme puis, une histoire de femme enceinte et tout, là, encore une fois. J'ai pas osé la refaire parce que je la maîtrise pas totalement, mais. ouais, moi non Mais plus, ouais. j'ai un peu de mal à... Mais Et non, on peut penser Vas-y. aussi parce que moi il y a Corentin Soulier là donc sur un Space KO au tout début qui en table finale en heads up il avait fait x100 sur son propre token et ensuite x10 sur son token légendaire. Et en Ouais. termes de probabilité c'était une Ah, fois c'est sur 100 000 que ce scénario allait arriver, il avait empoché 600 000 euros, vous imaginez. ah, c'est Donc lui incroyable. il a réalisé son ROI hein, et bien au-delà d'ailleurs. Mais du coup ce qu'il faut comprendre c'est que cet argent-là c'est aussi de l'argent qui est prélevé dans un autre sens. C'est-à-dire que c'est de l'argent c'est pas un compte, hein. Il n'y a pas un solde chez Winamax, ah on a donné 600 000, on va moins donner. C'est juste que si on peut donner des sommes comme ça, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a plein de tournois qui vont pas réaliser leur garantie aussi. Mais après, il faut peut-être pas trop s'étaler sur les Space KO et parler aussi de la variance dans les autres aspects. Non, après, si les règles qui en veulent à Corentin, n'hésitez pas, on peut fournir son adresse, hein, vous pouvez aller vous venger, parce que c'est à cause de lui. C'est vrai. Non, mais du coup, sur la variance, je pense on a défini un petit peu le concept pour ceux qui connaissaient pas forcément. Comment, maintenant qu'on a expliqué ça, comment vous faites dans votre quotidien ou dans votre carrière de joueur pour réduire les impacts de la variance ou lisser ça le plus vite possible? Quelles sont les solutions selon vous? Ça tient en 6 lettres, volume. Très fort, Effectivement. très très fort. Merci, jusqu'à 10 ouais, maîtrisant. Après, c'est jouer plus beau. compliqué, mais 10. Si, ça va. Bah, je pense qu'effectivement, il faut jouer du volume, parce que si tu joues beaucoup de tournois, tu vas atteindre ton ROI. Je pense qu'il faut quand même faire attention à ça, on en a déjà parlé maintes et maintes fois, mais ne pas pousser le volume trop loin, parce qu'en poussant le volume trop loin, au final, on baisse aussi notre ROI. On l'atteint plus facilement, mais on le baisse parce que potentiellement, on baisse notre niveau de jeu sur chacune des tables. Donc, il faut faire attention avec ça. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire que la quête d'atteindre son ROI, certes, mais faut pas que ça vienne non plus, faut pas que ça devienne trop important non plus. Il est possible que tu l'atteignes pas complètement. Que ce soit à cause des Space KO, que ce soit parce que c'est des trop gros fields, que ce soit parce que c'est du live, et que tu atteignes pas exactement ton ROI. Mais à la limite, je préfère ne pas atteindre complètement mon ROI, mais optimiser ce ROI. Parce que si je dois avoir 50% ROI et que je l'atteins pas, mais que je l'ai optimisé et que j'ai 42, c'est peut-être mieux que l'optimiser mais avoir 35. Enfin, que, tu vois, de l'atteindre mais avoir 35. Donc en réalité, je pense que c'est important de pas jouer non plus trop de tables, donc faire du volume certes, mais pas non plus pousser ça trop loin, dans cette quête presque chimérique pour moi de vouloir réaliser son ROI parfaitement. Et peut-être aussi accepter une des fatalités de la vie, l'injustice, même si c'est toujours dur, surtout quand on est du mauvais côté. Mais le ROI, la variance fait partie du jeu. On va essayer de la limiter. On va surtout essayer de jouer parfaitement. Mais peut-être qu'il faut essayer de se sortir de ça de la tête. Et si on n'atteint pas complètement ce ROI-là, bah, qu'il en soit ainsi. Et on prend juste les décisions qui ont un impact sur notre niveau de jeu. Et c'est tout. Et on ne se pose pas les autres questions. Parce qu'à vouloir trop limiter, déjà, le simple fait de se dire est-ce que je veux limiter la variance, souvent ça te fait jouer sous-optimal. Donc faire attention à ce concept-là pour moi. Moi, je suis assez d'accord avec toi et je pense qu'il y a plein de biais à faire du volume, que ce soit mentaux, que ce soit de fatigue, que ce soit du multitabling, qui peuvent justement dégrader complètement ton ROI et rendre la manœuvre complètement problématique pour tes gains à long terme. Mais encore une fois, avant tout, avant d'aller chercher à faire du volume, faut-il avoir un ROI positif? Ce qui n'est C'est pas vrai, le ça, cas tout à fait. de tant de joueurs que ça, on est d'accord sur Internet, quoi.
Après, ça peut être un héros négatif. T'as moins 10% et tu cherches à le réaliser. Et t'es à moins 30 à un moment donné. Et enfin, tu vois, ça peut être juste, tu joues, et c'est une dépense comme tu dépenserais pour aller au ciné. Et t'acceptes que tu perdes 30 € par mois en jouant au poker. Et bah ça, tu vois, tu as le droit d'avoir ton héroïne moins 10% et de vouloir le réaliser pour éviter de perdre moins 30%. Tu vois, à la limite, c'est la même chose pour moi. Je juge pas ça, on s'en fout. Bah, moi, il y a plus un côté où ce que je voulais dire, c'est quand t'es joueur amateur, des fois, t'as envie d'un peu imiter les pros, quoi. T'as envie de te mettre dans une dynamique de pro, c'est grisant d'essayer d'aller... bah, t'écoutes des vidéos de gens qui te parlent de ça, t'écoutes l'écosystème qui t'explique comment faire, c'est grisant, je trouve, d'aller essayer de t'améliorer, de tendre en tout cas vers un joueur pro, mais il faut pas oublier que t'es là pour t'amuser avant tout quand t'es joueur amateur. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut garder le plaisir, il faut garder la passion du jeu, il faut garder tout ça. Si t'es là, tu rentres du boulot, t'es fatigué, tu dis j'ai envie de faire le volume pour ressembler à Dumb Trip ou à machin qui fait 20 tables, bah, t'es plus dans la même approche, je trouve, tu vois. Et ça vaut moins c'est moins cohérent avec ce que tu cherches réellement, je pense, avec le poker, quoi. Ouais, et faut pas oublier que quand le mec il va jouer son petit tournoi à l'Estoril Poker Fest et qu'il bust sur un 80-20. Non, mais là, il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas de trash. T'inquiète pas, Dom. Je le sentais venir. Il a serré les fesses. Non, mais je sais pas, je pense à l'amateur qui va jouer son tournoi. Il est éliminé sur un 80-20, il a joué parfaitement. Il rentre chez lui, il se dit pas ah bah c'est bon, je suis content, j'ai joué comme il fallait. Ça c'est une posture de joueur professionnel. L'amateur, ok, il s'en veut pas parce qu'il a bien joué, mais à un moment donné, le mec il joue 3 tournois dans l'année, il en a rien à péter qu'il ait joué parfaitement, il voulait juste avoir son kiff et avoir droit à gagner son coup à tapis, tu vois. Donc moi je comprends la posture aussi d'un joueur amateur qui dit ah bah t'es bien gentil de me dire que j'ai bien joué, j'ai pas de regrets, mais c'est pas ça qui m'intéresse, quoi. Et c'est pour ça que tu vois, là-dedans je pourrais faire un plaidoyer, c'est que genre, tu parlais de moi, tu m'envoyais une petite balle et tout en disant que j'étais un joueur récréatif ou un joueur amateur éclairé, tout ça. La réalité, c'est que moi, mon volume aujourd'hui, c'est que je joue pas beaucoup au poker, au sens comme un Dumb Trip, comme tu vois, des joueurs qui jouent tout le temps, quoi, en permanence, quoi. Mais ce que j'aime bien recréer, vu que je me considère plus, bah, je suis pro parce que fiscalement je le suis, mais tu vois, je me considère plus pro comme les autres, c'est que j'aime bien me créer des zones, des moments où je vais créer ce volume-là, tu vois. Je déteste me dire, je vais jouer un tournoi ou jouer une session un dimanche juste isolé. Parce qu'en réalité, tu te manges juste de la variance. Et je ressortirai de cette session en me disant, ok, j'ai bien joué, mais j'en ai rien à péter. Parce que ce qui compte, c'est pas ça. Donc je vais me dire, je vais jouer à fond, par zone, par moment, où je vais jouer à fond pendant 10 jours, pendant 2 semaines, que ce soit pendant des séries ou des lives. Et là, on va créer une sorte de petite bulle dans laquelle je vais atteindre en partie ce ROI-là. Pas complètement, faut pas se leurrer. 30 tournois, 200 tournois, ça suffira pas de toute façon. Mais je pense que c'est le seul moyen pour essayer de se challenger et d'oublier le fait qu'en réalité, la dure réalité du poker, c'est qu'on se mange de la variance tout le temps, en permanence. Surtout en live. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça, Dumb Trip ? Oui, tout à l'heure, je suis un petit peu moins présent avec vous parce que j'ai essayé de faire une sim sur un site qui est très intéressant. Donc une sim, c'est-à-dire effectuer une simulation pour justement essayer de conscientiser cette variance parce que c'est quelque chose dont on parle, mais c'est dur à imaginer. C'est un peu comme les grands nombres, on arrive à visualiser ce que c'est 100 personnes, mais 100 000, ça devient très difficile. Et donc il y a un site qui s'appelle Prime. Tu sais déjà combien ça fait 100 personnes, Adrien ? Ouais. Oui, l'Armina. Et du coup, ce site s'appelle PrimeDop et il permet, vous rentrez vos caractéristiques de joueurs. Par exemple, il vous demande le nombre de joueurs moyen de vos tournois, le nombre de places payées, votre buy-in, ensuite votre ROI. Et ensuite, il permet de simuler, par exemple, 1000 tournois, 2000 tournois, 5000 tournois, etc. Et en fonction de ça, il vous donne une fourchette de résultats, donc un éventail qu'on peut visualiser comme ça, avec une tendance majoritaire, qui est ce qui va arriver le plus souvent, et ensuite un spectre pour les 75% des cas, 90%, etc. Et du coup, ça permet de visualiser un petit peu comment cette variance peut se manifester. Et je vous mettrai en insert sur podcast ce qu'on est en train de faire ici. Fais gaffe, quand tu mimes des courbes, tes bras sont hors champ, donc on les voit même pas, donc fais gaffe quand même. Ah, c'est qu'en fait je suis sur l'autre caméra, celle que vous voyez, c'est pas celle qui mais oui, effectivement. Mais du coup, par exemple, si on prend un joueur que j'étais il y a 3 ans, parce que j'ai pris mes stats vu que j'avais pas trop d'autres idées, je jouais à BI 13 et j'avais 25% de ROI. J'ai fait 6200 tournois. Si je rentre ça dans le calculateur avec un average field, donc c'est qu'en moyenne il y a 800 joueurs dans mes tournois, et avec ces statistiques-là, dans le pire des cas, j'aurais pu perdre jusqu'à 4500 euros. Ok, donc sur 5000 tournois, je peux perdre 4500 euros en ayant pourtant 25% de... C'est ça. Et à l'inverse, par contre, si je prends 10 000 tournois, donc juste 2 fois ça, dans le pire des cas, je gagne 500 balles. Vous imaginez ? Donc juste en doublant le volume, ça permet d'être sûr en fait d'avoir un résultat positif et en fait ça permet de montrer un petit peu que ce paramètre-là est super important. Il y aura aussi le ROI où on pourrait faire des variations. Je vous laisse faire les variations chez vous, mais c'est super intéressant de voir le spectre. Du coup, c'est intéressant parce que
tu peux te dire, ok, mais t'as 2 fois plus de volume, mais t'as baissé ton ROI de 25 à 17% en jouant trop de tables. Qu'est-ce qui se passe du coup soudainement ? Est-ce que finalement ça redevient un peu problématique, tu vois ? Mais du coup, on va pas faire toutes les simulations pour vous, mais si jamais vous voulez aller essayer ça, et bah c'est possible de le faire sur le site donc Prime Dope, et du coup vous allez faire des manipulations, et peut-être vous allez dire, ah bah tiens, si je joue des petits fields, certes je vais moins bien gagner, mais par contre ça va être plus régulier, et je sais qu'en 3 mois, normalement je devrais pas être down si je joue bien, etc. quoi. Voilà. Moi, j'avoue que je suis un peu team Flav là-dessus, sur le côté ROI. Je pense que c'est pas anodin d'augmenter le volume, quoi. Ça a plein d'impacts directs sur ton jeu, sur ta fatigue, sur la vie de poker. En plus de jouer au poker, elle est quand même usante. Ta motivation, ta Je parle pas d'augmenter le volume, hein. Je parle juste d'attendre. Continuez à jouer juste. Okay. Oui. Okay. Non, mais attendez 2 fois plus de temps avant de vous dire, ah merde, je bad run. Bah non, après tu regarderas et tu verras si tu bad run ou quoi que ce soit. Et je sais pas si vous voulez encore rebondir là-dessus. En tout cas, il y a des gens qui pourraient débattre justement du fait de faire trop de volume, donc c'est pour ça que Robin il dit ça. Ouais. Ah oui, tout à fait. C'est un débat que j'aime beaucoup aussi, je trouve ça intéressant de creuser là-dessus. Et un truc que je voulais rajouter aussi, c'est, je pense qu'on passe trop de temps à se plaindre de la variance en termes de joueurs de poker, quoi. Globalement, c'est le truc que t'entends très souvent. Tu parlais du joueur amateur qui allait faire son live et qui perdait son coin flip. Bah, c'est sûr qu'il va dire, ah bah je suis encore du mauvais côté de la variance, ça c'est toujours moi, c'est jamais moi. Et t'as quand même un truc un peu là-dessus qui te tire vers le bas, je pense, sur le poker. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller analyser techniquement tes coups, d'aller review ta session, d'aller essayer de t'améliorer, tu vas plutôt être concentré sur un facteur que tu maîtrises pas. Donc tu n'as aucun impact quasiment. Et pour moi, tu progresses moins vite, que ce soit humainement ou pokeristiquement parlant. Tout à fait. Moi, je suis un nazi de cette approche-là, c'est-à-dire que les personnes qui me parlent de bad beat ou quoi que ce soit dans le chat ou de manière... Enfin, j'y réponds pas, je me dis juste, en fait, j'ai pas envie de dépenser de l'énergie pour ça. La variance, c'est inhérent au poker, hein. C'est comme si tu dis, j'ai joué au foot, mais je veux pas me péter la cheville, bah ça arrivera, en fait. Juste, il y a des gens qui se font la cheville et c'est pas de chance, ils ont peut-être des prédispositions ou quoi. Mais en tout cas, ça sert à rien d'en parler, on perd du temps, c'est pas ce qui va faire progresser. Et du coup, vaut mieux se concentrer sur quelque chose qu'on maîtrise. Et cet aspect de la variance se retrouve aussi, comme le disait Flav, dans les ranges, qu'on voit pas de quelle partie de range on est tombé ou quoi que ce soit. Mais par exemple, si vous décidez de faire un hero call ou quoi que ce soit, avant de call, vous dites juste, je pense qu'il y a suffisamment de bluff en face, je vais même pas regarder la main qu'il y a, je sais juste que je suis bon, je paye, et pour autant tu pourras tomber 9 fois sur 10 sur la mauvaise main, c'est pas pour autant que c'est mauvais. Donc il faut vraiment arriver à se blinder mentalement parlant, tout en restant objectif, pour se dire, cette variance là elle existe, je le sais, et du coup je vais pas regarder ce qui se passe dans le résultat, mais je vais plutôt prendre du recul, regarder mon approche, est-ce qu'elle est bonne, et du coup je vais me concentrer sur ce qui est efficace, je pense, quoi. Voilà, petit coup de gueule. Ouais, mais moi je bois tes paroles en tout cas. Et moi personnellement, si je parle juste de mon parcours perso, c'est vrai que le côté mental, le côté variance, ça a été les leviers de progression à mon niveau en tout cas, que j'ai le plus travaillé. C'est ça n'a pas vraiment dû le être truc facile hein, de ship le 3 million event, ça doit pas... Bah ouais, mais du coup, tu vois, pourtant, tu peux te dire, ça a moins d'impact, t'as été du bon côté, etc. Mais en fait, c'est le truc qui m'a impacté le plus, de sous-estimer la variance, tu vois. C'est parce que ta progression technique, elle avait été trop rapide quand je t'ai coaché, donc t'en avais plus besoin. Non, parce que pour le coup, la progression technique, il y a de la place, tu vois. Mais... mais ouais, en tout cas, c'était la partie la plus difficile à accepter mentalement dans mon travail sur le poker, en tout cas. C'était... De toute façon, le truc, c'est que la variance, on en parle tous, comme tu disais, mais en réalité, même une fois qu'on en a tous parlé, on la sous-estime encore à l'arrivée. Hein. On se rend même pas compte à quel point c'est débile. Ouais. Et on va commencer à transiter un petit peu vers parler du live, se dit en passant. Et quand on parle de la variance en live, je crois que même là, personne ne s'en rend encore trop compte. Il y a les gens qui la subissent et du coup qui whine en conséquence, et il y a les gens qui en bénéficient et qui du coup préfèrent pas trop en parler, parce que c'est mieux. Et en réalité, la variance en live, c'est tellement d'une absurdité sans nom. Quand tu regardes ce que tu gagnes et tu regardes combien de tournois tu dois faire pour pouvoir gagner ça, l'atteindre, etc. Bah ouais, presque, je pense que ça déconstruit le kiff et ça fait un peu peur d'imaginer ce que c'est la variance en live, honnêtement. Moi, ce que tu dis, ça me fait penser au reel de Bonjour Baptiste, on va encore en reparler, parce qu'on en a parlé dans l'épisode précédent, mais sur Adrian Mateos. Comment t'expliques aujourd'hui les carrières type Mateos, moi je pense à Alexandre Réard, je pense à Julien Silbon, des mecs qui perfent en série, en live. Alors certes, ils font un gros volume, mais demain, t'estimes le nombre de tournois de Julien, par exemple, en live à l'année. C'est quoi, c'est 200 tournois live ? Au moins que ça, je pense vraiment. Je sais pas, mais si on regarde le nombre de tournois, quand on regarde le ROI, tout ça, effectivement, ils gagnent. Je suis pas sûr ils sont au-dessus de leur ROI, qu'ils devraient avoir, mais ils sont pas non plus genre au double, tu vois. Donc je pense qu'ils sont au-dessus, mais c'est pas le double. Et après, comme le concept mathématique, c'est que si tu prends beaucoup de joueurs, dans beaucoup de joueurs, il y en a forcément un certain nombre, 5 sur 100, qui vont avoir
un écart massif au-dessus de la moyenne, tu vois. Ils seront dans l'écart... tu regardes le truc dont parlait Adrien, Prime Dope, t'as ta courbe qui est comme ça, et puis ensuite t'as une courbe comme ça et t'as une courbe comme ça. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là, d'accord, Ouais. et si c'est le meilleur, en plus, il y a plus de chances que ce soit lui, tu vois. Si on Donc prend non seulement l'échantillon c'est le meilleur, et en plus il chatte. Voilà. Si on reprend l'échantillon sur 10 000 tournois, donc 2 personnes identiques comme moi avec 25% de ROI, ABI 13, etc. Donc celui qui perd le plus, il gagne 400 euros en l'occurrence, donc il gagne quand même des sous. Mais celui qui en gagne le plus, il gagne 70 000 euros. Hein. Pourtant, c'est la même personne, ça faut arriver à conscientiser quoi. Et là, ça a été run un paquet de fois. Et juste pour en revenir à Mathéos, je prends souvent son exemple parce que les gens qui viennent whine ou plutôt se plaindre pour employer des termes français dans le chat, ouais j'ai perdu As-Roi, 2 rois en bulle TF, etc. machin. Je dis mais est-ce qu'il y a vraiment pas autre chose à bosser avant? Est-ce que tu as vraiment le niveau de Mathéos pour t'attarder à ça? Est-ce que vraiment tous les autres curseurs ils sont au maximum? Est-ce que tu es vraiment parfait pour venir te dire ah bah je me suis fait fourrer sur ce coup-là à tapis ou ce spot-là, la confrontation? Et je pense que c'est important vraiment de conscientiser qu'on a tellement d'autres leviers de protection, de progression avant d'aller blâmer la variance que voilà, ça me paraît important. Après, il y a quand même un truc dans la variance dont on n'a pas parlé, c'est je pense le côté chance au début de carrière. Tu vois, un Mathéos qui à 18 ans ship son premier tournoi, qui lance, moi potentiellement, tu vois, un 3 million event très tôt dans ma carrière ou dans mon parcours MTT, ça t'offre tellement de temps, de connexion, peut-être de sponsoring, de je ne sais quoi, que ça peut changer une carrière directement, quoi. Si demain, t'as la malchance, entre guillemets, de bad run sur tes 2 premières années de poker, c'est quand même plus dur, quoi, que Réard qui galère 2 ans maintenant, tu vois. Mais tu vois, je pense qu'il y a un peu argument contre argument pour ça, entre guillemets, c'est que de tous les profils que perso j'ai observé, puisque ça fait quand même un moment que je joue et que j'ai vu des mecs qui explosaient en live et parfois disparaissaient, c'est que les gens qui explosent tôt dans leur carrière, qui vont émerger tôt dans leur carrière, il y a 2 profils. Le profil très souvent va exploser en vol parce qu'il a perfait trop tôt, qu'il n'a pas une bonne gestion, qu'il n'a pas le niveau escompté pour jouer à certains buy-in, etc. Qui se voit, enfin voilà, très souvent va exploser, mais vraiment très très souvent. Et il y en a un petit nombre, très rare, qui est celui qui avait percé pour les bonnes raisons et surtout qui va aller dans le bon chemin derrière, qui va continuer dans le bon chemin. Et lui, ça va devenir un top monde, tu vois. Et c'est les 2 profils. Par contre, dans les profils qui mettent un moment à émerger, ils ont le goût de la douleur et de pourquoi ils sont arrivés ici. Et en général, ils vont plus perdurer. D'accord ? Donc peut-être qu'ils auraient pu monter plus haut s'ils avaient perfait plus tôt, mais en tout cas ils vont perdurer. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Ceux qui perfent au début, c'est une chance, hein. Il y a la bankroll qui va, la sérénité, etc. Mais t'as pas le temps de galérer, t'as pas le temps déjà d'appréhender ce que ça peut être la difficulté, d'appréhender ce que c'est que le grind, et aussi il va te manquer des étapes. Si par exemple tu shots un 125 et que tu ship, bah t'as peut-être pas assez joué de 20 euros, de 50 euros avant, etc. Du coup t'as pas les tendances de la pop, tu sais pas ce qui se fait à ce niveau-là, et en fait t'arrives dans un univers que tu connais pas, et du coup je pense que ça peut être une malchance. Moi j'ai des amis où ça a été vraiment le cas, ils ont ship rapidement les BR, etc. alors qu'ils avaient pas la rôle pour les jouer et tout. Du coup, ils ont très rapidement été confrontés à des joueurs meilleurs, ils ont réussi à en tirer des leçons et à bien apprendre. Mais moi, à contrario, ça fait des années que je grind tout doucement les limites une par une. Mais par contre, je sais ce qui se passe au-dessous et du coup, il y a plus de stabilité, je pense, dans ce truc-là que dans le fait de ship rapidement, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Bon, bref, voilà. Si tu essayes de tomber enceinte et que tu réussis dès le premier essai... Je t'ai fait baiser qu'une fois. Ouais, mais du coup... Ça marche pas, je trouve, cette analogie avec moi, la grossesse, etc. Parce que c'est quand même cool de baiser, non? Alors, ça dépend en quel sens on le cette vit. transi là, quoi. Non, mais... Et au poker, est-ce que du coup, c'est cool de jouer des tournois même si tu les gagnes pas ou... Bah, tu prends du plaisir à te faire éclater toutes les sessions ou pas? Bah, c'est pour ça, ouais. Moi, je pense que tu peux prendre du plaisir à progresser, en vrai, sans avoir le résultat. Si tu sais te concentrer ton regard sur les choses positives, ouais. Apprécier le chemin. C'est ça. Et d'ailleurs, je pense qu'on ne devrait pas parler de variance sans aborder le sujet d'Angelus, qui est, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, un streamer français. Il a les devant d'où je vais arriver, Fabien, et qui se définit lui-même comme le plus gros poissard du .fr. Donc c'était quelqu'un qui avait été sponsorisé par PokerStars, je pense il y a maintenant une dizaine d'années, qui a été un très gros streamer il y a 6-7 ans également, qui fait des grosses audiences comme j'ai de chance, mais qui, d'un point de vue, je pense, objectif, si je peux me permettre, n'évolue plus. Tribune, quoi. Et reste, je sais pas, non, mais c'est important justement parce que c'est quelqu'un qui joue au poker quotidiennement, qui stream, qui a été dans le milieu, et pour autant, je sais pas si c'est devenu un personnage, mais il semble se plaindre de la variance, et je sais pas s'il y croit encore. En tout cas, c'est l'image. C'est pas possible d'être premier degré sur cette affirmation, je crois. Non. Ouais, moi c'est ce que j'aurais dit aussi. Je pense que quand tu stream, t'es un personnage public, tu te crées un personnage, et tu t'enfermes un peu dedans. Pense, hein. Ah ouais. Ouais, je sais pas.
Bah bref, mais en tout Ouais. cas, du coup, ça se passe très très mal depuis maintenant quasiment 8 ans. Et donc, du coup, bah non, ça se passe pas mal depuis 8 ans. C'est Ah, la qu'évidemment, variance, il y c'est a un dur. problème. Oui, voilà. Il y a un problème ailleurs. Et donc, c'est important de se dire qu'il faut prendre du recul et arriver à la lucidité. Mais le problème, c'est que cette variance, elle nous oblige à être humble. Soit on la nie et du coup, on se dit. Enfin, on l'accepte. Enfin, on nie, je veux dire. On se dit c'est la variance, etc. Mais ça nous permet pas de progresser et ça nous fait pas mal. Alors que de se dire, ah bah merde, je suis nul, en fait, c'est pas la variance, c'est moi qui joue mal, c'est moi qui fais des conneries. Ça, c'est beaucoup plus difficile à faire et c'est en faisant ça qu'on progressera, je pense. Mais je crois que le poker te rend humble, hein. Même si tu l'es pas, à force de prendre des coups Mm. de burin et tout, tu es obligé de devenir humble ou sinon tu t'illusionnes sur plein de trucs, quoi. Tu perds la Mhm. lucidité, je pense. C'est ça. Yep. Mm. On parlait de limiter la variance, c'est un truc que tu l'avais un peu mentionné tout à l'heure, mais la gestion de notre set de tournois, le nombre de tournois PKO, le nombre de tournois SKO, les timings d'inscription au tournoi, éviter de late register, on en avait beaucoup parlé dans l'épisode sur les re-entry, tout ça, et également la taille des fields du coup. Si vous êtes un joueur pro, par exemple, on a la possibilité, c'est un peu moins le cas si on n'est pas pro, mais jouer des sessions de l'après-midi, notamment des sessions avec des fields un peu plus petits, ça fait moins kiffer quand vous regardez la première place, mais déjà, très mauvais réflexe de regarder la première place d'un tournoi, hein. Il vaut mieux ne jamais faire ça en l'occurrence, c'est un bon réflexe, et juste jouer des fields plus petits, ça permet de lisser la variance. Et un autre truc qui est à ne pas sous-estimer, mais c'est que quand on est dans un bad run, ce qui va souvent se passer, c'est que on a tellement plus le goût du deep run, on a tellement plus l'habitude du deep run, que les premiers deep runs que l'on refait durant une période de bad run, on va faire n'importe quoi en late game parce qu'on a les jetons, on n'ose pas bouger et tout. Alors que si tu allais jouer des petits fields intermédiaires, tout ça, taille petit, et bah ok, tu n'auras pas beaucoup d'argent à la gagne, mais tu vas souvent faire TF, tu vas souvent faire demi-finale et tout, et donc tu vas garder ce truc-là, ce goût du moment où tu es avancé dans le tournoi. Donc je pense que c'est très important de rajouter ça dans sa gestion. Alors je biperai le mot que tu as employé qui commence par bad et qui finit par run parce que pour moi ça n'existe pas. À partir du moment où tu fais du volume, il n'y aura pas de bad run, etc. Et en live, il Et n'y a pas de bad ensuite, run. mais c'est pas du bad run, c'est que tu as fait 200 tournois. C'est pas du run. Bah, Le run, c'est à l'échelle de ta vie. Si quand tu as 70 ans, tu me dis bah j'ai bad run, j'ai fait 200 tournois par an pendant 20 ans, je te dirais bah oui, peut-être, si on est sûr que t'es bon, et encore. Voilà quoi, mais pour moi c'est vraiment un truc, j'ai envie franchement, de. je suis en fort désaccord avec ce que tu dis, mais j'aime beaucoup le ton que tu prends pour parler. On dirait moi quand je suis outré. Donc ça me Mais fait. non, mais Parce vraiment, que je suis j'avais- outré parce que ça m'énerve les gens qui se cachent derrière ça. C'est un truc, moi, ça m'énerve quoi. Tu sais que moi, je suis un peu d'accord avec Dumtrip quand même là-dessus. Je trouve que tu peux pas te plaindre de bad run quand tu parles d'un petit échantillon, quoi. C'est juste. Ça peut pas aller ensemble, je pense. Ouais, mais vous C'est un définissez truc que quoi par bad t'acceptes run par Pour moi, défaut, bad quoi. run, Moi, c'est juste. c'est une preuve de c'est une- faiblesse aussi. Pour moi, parler de bad ça. run, c'est durée longue, et donc durer, c'est temps d'être loin de son gain qu'on devrait avoir. Et du coup, en live, la définition de bad run, si je le définis comme ça, bien entendu, ça marche parce qu'on est loin de ce qu'on aurait dû gagner sur une longue plage de temps. Ouais, mais Évidemment, d'accord. pas de tournoi, mais de temps. Déjà, est-ce que tu es d'accord que personne n'est capable d'évaluer en live Oui, encore déjà, plus Qui peut dire. quel est ton ROI potentiel, tu vois? Mais oui, Déjà rien mais que ça. oui, Donc en c'est fait, de trop dire dur, je bad run, évidemment. c'est-à-dire que tu runs sous ton EV et tu connais pas ton EV, c'est quand même fou. Évidemment, mais à partir du moment où, je sais pas, tu sais qu'il y a un joueur qui est très fort et, il va pas et tu le vois qu'il gagne pas pendant 5 ans, bah tu sais qu'il est en train de bad run, et factuellement il est en train de bad run, hein. Tu peux pas dire autre Moi, j'ai un chose, pote quoi. qui était T'as excellent raison. quand j'ai commencé le poker. Il jouait 5 fois plus cher que moi et tout. Je le trouvais super fort. Malheureusement, il s'est pas adapté au fur et à mesure. Et quand on parle avec lui techniquement en dehors des tables, il est super. Il connaît tous les combos. Il sait comment ça se passe. Non, il y a pas de talk, il y a pas de trash derrière. Robin, je te vois venir. Mais non, non. La santé est montée, moi je me suis dit, il va pas J'étais prendre pas- une. Et juste, ça fait 3 ans que maintenant, il y a quasiment plus une perf et que c'est très compliqué in-game. Et il y a quelque chose, on ne sait pas ce qui se passe, et pourtant il envoie du volume, etc. C'est que je pense qu'il faut arriver aussi, estimer le niveau de quelqu'un, c'est très dur à faire. Donc même si on pense qu'il est très bon quand on discute avec lui, s'il faut à table, il voit pas ses cartes, il y a un problème ou quoi que ce soit, je sais pas, mais moi je pense qu'on n'a pas de référence, donc on peut pas dire si on run good ou run bad. Pardon. Bon, si le mec il prend un token légendaire par mois, tu peux dire qu'il run good quand même, mais dans l'autre sens, je pense on peut pas le dire. Mm. Voilà. Et ça m'énerve ce sujet, ok? Ouais, moi je comprends ce que tu veux dire un peu, Dumtrip. J'ai l'impression que c'est un peu un mot que tout le monde utilise tellement pour tout le Ouais. temps, que t'as un peu le côté où t'as envie de le freiner, quoi, tu vois. Du coup, Ouais, moi ouais. j'ai un peu ce ressenti aussi, hein. Vous Et d'ailleurs, voyez-le de ouais, manière ça- plus simple, juste bad run, c'est une plage de temps plutôt longue ou moyennement longue dans laquelle tu es largement, je dirais largement en dessous de ce que tu aurais dû gagner en moyenne, quoi. Voilà, tout simplement. Ouais. Et il y a un autre Mais- truc, c'est que si jamais vous sentez le bad run, ce qui va ressortir, c'est tous les trucs que vous avez mal fait. Donc ça va être super difficile à vivre. Si notamment vous avez un mauvais BRM et du coup vous vous dites ah putain merde, ça fait 3 sessions que je down, sauf que je joue avec 100 buy-in et bah du coup il m'en reste 40. Ah bah là ça va être beaucoup plus compliqué à vivre. On va Ah. ressentir le bad run. Ah Tiens, tiens, ça c'est un combien de super buy-in point, il faut ça. Ouais, ça, combien c'est de un buy-in il faut super pour point. jouer une limite? Bah, je pense que ça dépend des limites, ça dépend de ton Encore une edge, fois, ça ça va dépend- Moi dépend des paramètres de la- j'ai une explication si vous voulez. Oh non, bordel.
Non, je sais pas. En vrai, combien de buy-in il faut parce que selon le type de tournoi, selon c'est PKO, il y a plus de variance. Gros field, tu vois, ça change beaucoup aussi. C'est très propre à chacun. Je pense que c'est comme l'investissement, tu vois, IMO ou bourse ou ce que tu veux. C'est ton profil, ton aversion au risque. Et aussi, est-ce que tu vas avoir une gestion de bankroll où tu te dis, je suis sûr à 100% de pas pouvoir me broke, et dans ce cas-là, tu veux beaucoup de buy-in? Ou est-ce que tu veux une gestion de bankroll où tu dis, j'ai très peu de chances de me broke, et dans ce cas-là, tu as un peu moins de buy-in? Parce que avoir trop de buy-in, c'est aussi se freiner, entre guillemets, dans notre montée, parce que tu mets longtemps à monter. Et peut-être même, avoir trop de buy-in, c'est devenir un petit peu désintéressé ou perdre de la motivation à jouer ta limite, potentiellement. Parce que tu joues pas assez cher comparé à ce qui te ferait un petit peu, ce qui te donnerait envie, quoi, tu vois. Si vous voulez reprendre le graphe que je vous ai envoyé dans Ah sur ouais, on Discord, m'a mis un vent, littéralement, il n'y a plus rien à dire sur ce que j'ai dit, vous en foutez. Si, moi j'allais Pardon, rebondir, mais je excuse-moi. voulais laisser la parole à Dumtrip, mais je crois qu'il Non, t'écoutait pas du tout. Eh ben, non, vas-y, je Ah, il t'écoute était pas, ailleurs. excuse-moi. Il était en train de préparer son exposé pour la Et semaine là, on prochaine. a à ce point-là rien à foutre. Non, je suis désolé, C'est Flav, sympa. excuse-moi, vraiment, c'est irrespectueux, pardon. Redis-moi. Non, 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 mais c'est bon, vas-y, Robin, tu peux rebondir comme ça au moins on clôt. Mais du coup, je sais plus ce que je voulais dire, je t'ai pas écouté. Non, mais moi par contre, je sais plus, je voulais vraiment dire un truc, mais j'ai oublié, je te promets, Flavien, c'est pas comme Moi aussi. je regardais le graphe de Dumtrip en fait. Ok, mais je pense que les gens seront d'accord avec moi, c'est comme ça, c'est tout. Vous avez pas Moi, le droit à la parole. j'étais du coup, pas parce que vous d'accord avez avec rien toi à par principe, ouais. Par principe, j'étais pas vraiment, d'accord avec ce qui est toi. terrible, c'est que j'ai aucune idée de ce que t'as pu dire, du coup, c'est très particulier comme situation. dire. Quel chien, putain. Non, bref, je disais qu'il fallait. En gros, si je résume en deux lignes, il faut pas être overrollé aussi. C'est bien de pas être underrollé, mais il faut pas être overrollé parce que tu perds de la motivation à jouer ta limite, selon moi. Tu vois, ta limite te fait plus kiffer. Donc c'est important de pas jouer overrollé avec trop de buy-in. Voilà. Après, moi j'avoue que je suis plutôt team safe sur le Pareil. bankroll management. Et surtout maintenant, parce que j'étais pas forcément plus jeune. Et maintenant, c'est vraiment l'inverse. Et je pense que c'est tellement dur le poker en termes de mental, de swing, de potentiellement surtout en MTT, etc. Tu peux avoir de la chance d'être du bon côté de la variance pour le coup. Et de faire des shots et que ça se passe bien. Je sais pas si je prends d'exemple comme Inos ou en étant très talentueux. Mais des mecs comme ça, ils auraient pu passer à côté de leur carrière en vrai. Parce que Il y en a 100 des mecs comme ça. Hein. Il y en a, eu exactement. 100, il y en a qu'un seul qui a survécu à la fin. Et du coup, moi, je recommanderais à personne d'avoir cette approche-là du poker. En tout cas, s'ils veulent en faire leur métier, tu vois. Ouais, après il peut se dire, au pire je me broque, je recommencerai de zéro, je saurai comment faire. Enfin, tu vois, c'est pas Mais grave. par définition, quand t'es broke, c'est compliqué quand même. Hein. Tu perds un temps fou. Ouais, mais ça quoi. c'est pour ça que je te dis, ça dépend de la vie de chacun. Moi, j'avais un de mes meilleurs amis, je vais pas le citer parce que je préfère pas raconter la vie de chacun, mais il me disait, moi je me broque, mes parents, de l'argent, machin, je sais ce que je pourrais Mais avoir. du coup, t'es un pas vraiment socle. broke. Oui, mais il me disait, ma bankroll poker, si je la broque et tout, j'ai un socle, je sais que je pourrais faire ceci, cela. Ouais, bah, c'est Et moi, ok. j'étais là en mode, ah ouais, mais moi, j'ai pas le choix. C'était quand j'étais jeune, tu vois, enfin, quand j'avais 22 ans, et je me disais, mais moi, je broque, mais c'est finito, quoi. C'est finito. Donc, c'est hors de question, et j'étais beaucoup plus tight. Donc, j'ai envie de dire que ça dépend aussi du contexte de chacun. Ouais, ça. Mais bon, là, c'est quand même particulier, quoi. Petit moment statistique. Cette fois-ci, je vous ai écouté et j'ai préparé en même temps. On reprend le cas de tout à l'heure, ABI 13. On a 20%, 25% de ROI. On joue 1000 tournois et on a une bankroll de 1300 euros. Donc on a 100 buy-in. Ok, 100 buy-in, ABI 13, 25% de ROI, 1000 tournois. Combien de pourcentage du combien de fois, enfin combien de pourcents, comment on dit? À quelle fréquence, pardon? À quelle fréquence broke est-ce qu'on va broke? Ouais, à quelle fréquence on peut se broke avec 100 buy-in ABI 13? 20%, 20% du temps. 30%. C'est moins que ça quand même. On est sur 7%. Donc 7% Ouais. du temps, vous allez pouvoir broke, c'est quand pas même beaucoup, énorme. en vrai, hein. Bah, c'est pas beaucoup, 7% avec 100, seulement 100 buy-in. Ouais, moi, j'avoue que Ouais. Mais c'est je saurais penser plus. Mais... 100, c'est c'est la c'est frange 20 très basse du nombre c'est- de buy-in. La plupart des c'est gens ils disent que c'est 25% de minimum ROI, hein. 100 buy-in. Faut avoir 25% de ROI aussi. Hein. Ouais. Ouais, 25% de ROI, mais c'est pas non plus. Bah, sachant, on Et se si rappelle tu mets déjà que 15% de 95% ROI, il se des... passe quoi si tu fais le même truc avec Là, 15% de ROI? je viens de mettre avec 10% de ROI. Et là, là, on est à 30%. 30% qui broke. Ouais, ok. Ah, ça va vite, ok. Ouais, donc, c'est vu que très la exponentiel avec le ROI. Ok, donc je- 150 buy-in. Prenez 150 buy-in. Non, moi je pense qu'il faut encore plus que ça. Parce qu'en Ah, fait, moi aussi, donc, je pense pour plus. revenir à ça, Oui, mais si ça tu veux sert à avoir rien. 0% de chance de te broke, Ah. il y en a, ils peuvent se dire, moi j'accepte 5% Ah de non, mais chance je veux de me dire broke encore pour plus, accélérer moi. le process. ouais, mais en fait, non, parce que c'est nul. À quoi bon prendre le risque dans une vie de broke son plaisir poker? Parce que du si coup, le on se mec dit, il se dit, ah, c'est pas grave, je pressé, repartirai. Le mec Ah, peut mais se dire t'es- ça, j'accepte. Mais le mec peut accepter d'avoir 5% de chance de se broke. Il a le droit de Oui, tolérer oui, l'idée si de tu se veux. dire, j'ai 5% de chance de me broke pour éviter de jouer trop bas et j'ai pas envie C'est de vrai. prendre autant de temps pour monter les limites. C'est tout Ouais, à le chacun mec, d'accepter ça.
Non, mais tout le monde peut accepter, mais ça n'a aucun sens stratégique quand tu veux penser développer ta carrière. Si c'est pas ton boulot, tu peux. C'est ton point de vue, mec. Hein. Vraiment, je te promets. Non, moi je pense que c'est pas mon point de vue, c'est une question factuelle. Hein. Ah bah non, pour moi j'accepte 5% de chance de me broke et de me dire au pire ma vie sera ailleurs. Ok, alors je te pose la question différemment. Attends, Adrien, tu imagines, tu as 5% de chance de broke et le fait de broke te fait perdre 1 an et demi dans ta progression poker. Alors que le fait de prendre 0 chance de broke te fait perdre 3 mois. Ça freine aussi. Oui, tu perds 3 mois. Bah du coup, t'es sûr de perdre 3 mois et dans l'autre, il y a une chance sur 10 ou sur 15 que tu perds. 20 Bah une chance sur 20 que tu perds 3 ans ou c'est 15 mais ou perdre 3 mois. En l'occurrence, il vaut mieux perdre il vaut mieux prendre les 95% dans ton calcul à toi. Dans ton calcul, il vaut mieux prendre le gamble. Non, si t'as 100 vies, t'as raison, mais si t'as qu'une vie, le jour où ça t'arrive, ça te pénalise tellement fort que t'es mort, quoi. T'es mort. Sauf que là, c'est ton point de vue. Parce que c'est qu'il peut prendre le prisme pro et le prisme amateur. C'est deux choses différentes aussi. Il faut bien confronter ça. Amateur, t'as aucun système de variance ou de construction de bankroll ou t'es pas là-dedans. Oui, c'est ça. Et en fait, tu peux vivre d'autres choses. Mais là, justement, bankroll loisir ne veut pas dire que t'as pas de gestion de bankroll. Attention. Ah non, t'es pas là à espérer tes gains pour payer ton loisir. Je suis désolé, Flav. Oui. T'as un budget de 400 balles par mois, tu joues tes tournois, tes 2 Battle Royale ou ce que tu veux. Et après, sauf que les amateurs, ils sont pas en mode je sors la CB tous les mois, j'ai un budget de 400. Ils se disent j'ai une roll et je vais essayer de pas la broke et je vais essayer de voir ce qu'il en est, de la faire survivre ou de la monter et ils vont gérer leur bankroll de cette manière-là. La plupart des amateurs font ça, Robin, quand même. Alors moi je suis pas d'accord avec toi Flav sur le fait que je préfère avoir un certain risque de ruine. Moi je préfère qu'il soit de 0% parce qu'au moins t'es sûr que tu vas y arriver dans tous les cas. C'est juste une question de patience et de toute façon si t'es bon et que t'as le niveau, le résultat il arrivera. Si t'es pressé, pourquoi pas et que tu peux reload, allons et laisser une proportion. Mais du coup ça veut dire que t'es d'accord avec moi quand tu dis ça, parce que moi je te dis pas qu'il est préférable d'avoir 0%. Hein. Je te dis juste que j'accepte que quelqu'un pense comme ça. Je dis juste qu'il y a les deux points de vue. Et c'est juste que vous bannissiez l'idée que quelqu'un puisse penser comme ça, ce qui me semble... En tant que pro, je le bannis. Non, moi je le bannis en tant que pro, je bannis parce que tu peux pas te permettre de... Moi j'ai dit la même chose. Par contre, moi je le bannis pas chez les autres et je le bannirai pas chez moi par exemple. C'est un peu comme quelqu'un qui entreprend en fait. S'il se dit moi je crée une entreprise, ça peut super bien marcher, je peux faire 70K, mais il y a 10% du temps où ça va mal marcher, je vais mal gérer mes fournisseurs, etc. Pour autant je peux recréer une entreprise derrière, je peux réessayer, ça je suis d'accord, tu vois. Mais le truc c'est qu'il faut que tu aies quand même un fonds de roulement, etc. Moi personnellement en début de carrière, si j'étais broke, j'ai commencé à poser des CV pour aller dans la mine au fin fond du Canada. Donc il y a des personnes pour qui tu as la possibilité de le faire et d'autres non. Mais moi, je trouve ça bête entre guillemets de prendre le risque, sauf si on aime bien ce petit frisson d'adrénaline, etc. Mais ça va être d'autant plus dur à vivre quand ça va mal se passer, pas la vie de chacun, tu sais pas qu'est-ce qu'il aspire, tu sais pas quelle est sa motivation, tu sais pas qu'est-ce qu'il drive. De débat, hein. Donc sur le principe, on n'a jamais dit que les gens n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est juste stratégiquement, ça paraît pas la bonne solution. Dans votre prisme à vous, ça paraît déraisonnable. Moi, ça me semble pas déraisonnable. Chacun fait. Ok. Après, t'as le droit. Hein. Qu'est-ce que je veux dire Tu voulais du débat clivant, tu en as. T'as le droit d'avoir tort. Non, mais bon. Mais là, il n'y a pas de tort. Dites-nous dans le chat d'ailleurs, dans les commentaires, est-ce que vous pensez que, comme Flavien le dit, on peut tolérer une certaine fréquence à laquelle on peut se broke avec notre BRM si on joue sans buy-in et qu'on est prêt à broke, je sais pas, 30% du temps. Dites-nous si vous êtes d'accord avec ça et avec quelle fréquence vous seriez prêt à le faire, ou si à contrario vous êtes dans la team avec Robin et moi, ou au contraire vous préférez être safe, prendre le temps et être sûr de réussir dans le poker, quoi. Mais là, c'est un peu l'approche en investissement. Hein? Oui, justement, c'est le public auquel on s'adresse une bonne partie, j'imagine. Et l'autre chose qu'il faut aussi dissocier, c'est la partie bankroll et lifestyle. Moi, j'ai pas mal d'amis, quand je leur demande leur BR, ils me donnent leur patrimoine. Et moi, je me dis, ah non, c'est pas ça, tu sais. Genre, non, mais vraiment, la plupart, ils me font ça. Ils me disent, moi, il me reste 40K, 50K. Et je lui dis, 40K, ouais, t'es à payer 50, 40K. Oh putain, compliqué, quoi. Parce que je sais qu'il y a son loyer à payer derrière, etc. Donc, faut bien dissocier les deux. Parce que, en soi, il faut avoir, comme le fait par exemple On The Road, d'avoir une année de vie devant soi. Si on bad run pendant 1 an, il faut qu'on puisse continuer à payer son loyer, à manger, etc. Donc il faut bien dissocier la bankroll de ce qu'il vous faut pour vivre. Contrairement à ce que j'avais fait à mes débuts, moi je suis parti avec 15K de roll au Costa Rica pendant 4 mois, j'avais 15K pour vivre, payer le billet d'avion, etc. Et ça s'est très mal passé, donc je vous conseille bien de dissocier. Non mais là où tu as raison, c'est que la bankroll c'est pas qu'un truc pour jouer, c'est un truc pour te payer quand tu veux avoir une optimisation, enfin une vision pro, c'est-à-dire que tous les mois tu dois te dégager un salaire. Donc ta bankroll elle est diminuée quoi qu'il arrive déjà tous les mois de ce que tu amputes et de ce que tu as besoin de vivre. Ok. Et si on reconnecte par rapport à un amateur, parce que finalement, les gens qui écoutent ce podcast, 9 personnes sur 10, 95% sont amateurs. Donc juste si on essaye de se mettre dans le POV amateur, qu'est-ce qui se passe ? Pour un amateur, il y a 2 possibilités. Soit il a envie de ne plus jamais déposit, et dans ce cas-là, il doit tolérer un risque de broke qui est de 0. Et il doit avoir 300 buy-in, minimum. Et dans ce cas-là, lui, il gère comme ça.
Et t'as celui qui a une bankroll et qui joue par exemple des 10 euros. Il a, je sais pas, par exemple 1500, 2000, peu importe, il joue des 10 euros. Et il dit si je me broque, eh ben écoute, je déposerai 200 et j'irai jouer les 1 euro et j'espérerai remonter au fur et à mesure les limites. Tu vois, il peut avoir ce profil-là aussi assez fréquemment, c'est d'ailleurs ce qui va ressortir. Eh bien dans ce cas-là, tu peux tolérer un risque de broke. Mais ça dépend ce que chacun se dit, tiens, est-ce que je pourrais recash-in, est-ce que je pourrais pas recash-in, quel sera mon rapport au jeu, etc. Est-ce que je suis prêt à remonter les limites ou pas. Ça dépend tout à chacun, voilà. J'adore. C'est ce qui s'est passé. Au début, je connaissais pas le bankroll management. Le bankroll management, moi, c'était ma limite sur Winamax. J'ai le droit de déposer 20 euros le lundi. Je faisais 2 spins à 10 euros, enfin 2 expressos à 10 euros. Et du coup, j'attendais le lundi d'après. Je me suis dit, putain, c'est sacrément chiant quand même le poker, quoi. Du coup, j'ai fait ça 1 mois, 2 mois. Mais ça me plaisait bien quand même. Je rentrais le lundi midi, je me souviens, c'était après mon amphi d'histoire de l'art. C'était une horreur. Je rentrais, je me posais avec mes petites pattes carbo, je me faisais mes deux expressos. Des fois, j'en gagnais un, du coup, j'en faisais 3. C'est dinguerie. Et bref. Et après, il y a eu le confinement. Et là, j'ai découvert les vidéos de Kiltit, notamment, qui disaient la bankroll. Banque quoi? Une banque, c'est une nouvelle banque. Ça doit être Bit4 Bank, je sais pas. Bref, et du coup, j'ai compris qu'il fallait avoir plusieurs buy-in. Et du coup, pendant le confinement, je me suis dit, allez, rien. On dépose 250 euros et on va jouer les 1 euro. J'ai broke, je crois, en moins d'un mois, un truc comme ça. Et du coup, j'ai redéposé une deuxième fois 250 euros parce que du coup, j'avais cette capacité, quand t'es amateur, de pouvoir redéposer une sub pour essayer de jouer, quoi. Mais du coup, c'est possible de le faire quand c'est à des petites sommes et des petites limites. Mais quand on est pro, on n'a pas une deuxième bankroll de secours. On va redéposer 25K pour pouvoir rejouer à BI30, quoi. Voilà. Ouais, et puis du coup, t'as plus de quoi te payer, surtout quand tu es pro et que tu dois avoir ta bankroll. Ouais. Si tu broques, bah, théoriquement, tu peux plus te payer, tu peux plus vivre, tu dois changer de métier, quoi. Et on dévie un peu sur le bankroll management, il y a aussi pas mal de gens qui se disent ah putain t'as une telle bankroll, tu pourrais jouer beaucoup plus cher. Il faut bien dissocier la bankroll, donc la capacité à jouer financière, du niveau de jeu réel. Et c'est pas parce qu'on a un gros shot de bankroll qu'on est obligé d'aller jouer hyper cher. En fait, faut rester lucide par rapport à ça. Et à contrario, quelque chose qui est à mes yeux le plus important dans la gestion de bankroll, c'est que l'average buy-in, donc la mise moyenne que vous jouez, donc elle dépend du nombre de buy-in que vous avez, de votre niveau de jeu, mais surtout quand ça se passe mal, que vous perdez de l'argent, il faut que ce soit de manière dynamique. C'est pas je joue à BI20, ah merde j'ai drop pendant 2 mois, oula, il me reste que 1000 euros, je peux jouer à BI10. Bah non, en fait, c'est juste 2 semaines après, on joue à BI15, etc. Et en fait, le temps que vous perdez à redescendre de limite, c'est du temps qui sera démultiplié pour remonter, parce qu'on met beaucoup plus de temps à remonter une bankroll quand on joue à BI10 que quand on joue à BI15. Et donc, du coup, pour moi, c'est super important d'être dynamique dans la gestion de bankroll et de faire des topos, je sais pas, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, pour éviter de se mettre dans des situations compliquées qui mettraient d'autant plus de temps pour progresser, quoi. Truc intéressant lié à ça, c'est ok d'être très réactif pour changer de limite, mais de pas avoir d'ailleurs le même nombre de buy-in pour monter et descendre d'une limite. C'est tout con de dire ça, mais par exemple, imaginons que tu dis c'est 100 buy-in. C'est au pif, je dis pas qu'il faut 100 buy-in, mais imaginons je dis mon trigger c'est 100 buy-in. Si tu passes de 99 à 101, tu vas monter de limite. Et le lendemain, tu repères des buy-in, tu vas redescendre. Et en fait, tu vas faire un yo-yo sans cesse. Et tu vas te retrouver un petit peu frustré, ça va être compliqué. Tu vas jouer over-roller parfois, under-roller parfois, ça va être très compliqué. Moi, par exemple, je dirais, imaginons c'est 100 buy-in, ce que j'imagine. Bah en fait, quand je monte à 120, je monte de limite. Et quand je descends à 80, je redescends de limite. Et tu sais, je vais faire un truc comme ça. Pour pas avoir la même montée et descente sur une limite. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce que je faisais à l'époque où j'avais besoin de faire ça, quoi. Et pour souligner, pour illustrer ce propos, vous pouvez aller voir quelqu'un dont j'ai déjà parlé récemment, c'est Arzur Poker sur Instagram, il explique tout son raisonnement de joueur professionnel, et lui par exemple il a fait le choix maintenant de jouer le matin pour des raisons perso, mais aussi parce que ça permet de limiter la variance. Du coup il a fait ses calculs de ROI, il s'est fait une grille de tournoi qui est optimale en fonction de sa BR, de ses objectifs, etc. Et du coup il est en train d'essayer de contrôler enfin pas de la contrôler, mais en tout cas de la cadrer, et qu'on ne puisse pas la contrôler, quoi. Donc si vous voulez aller voir des visuels par rapport à ça, une stratégie, c'est vraiment pas mal ce qu'il fait. Voilà. Ok. Pour clôturer cette thématique principale, j'ai envie de vous poser une question à tous les deux. Quelle est selon vous, du coup, la difficulté principale ou le problème principal qui peut être engendré par la variance pour les joueurs de tournoi? Si on résume un petit peu ce qu'on s'est dit, quel est le truc à faire attention avec la variance? Quel est le conseil sur la variance que vous donneriez pour clôturer ça? Le truc, c'est en fait le truc primordial qu'on a oublié d'aborder selon moi, c'est la confiance en soi. En fait, elle ne doit pas impacter votre confiance en soi. C'est-à-dire que même si vos résultats sont pas bons, les calls sont pas bons, les bluffs sont pas bons sur une session, ça veut pas dire que vous êtes moins bon, que vous êtes meilleur. C'est pas parce que vous allez shipper à 10 000, 20 000 euros ou même 2 000 euros que vous êtes meilleur. Donc en fait, juste c'est quelque chose qui fait partie. C'est un peu comme la météo. C'est pas parce que demain on va se réveiller, il va pleuvoir que vous êtes quelqu'un de triste. Faut pas que ce soit comme ça. Donc arriver à dissocier cette variance, à savoir où elle se situe et à rester solide par rapport à ça pour ne pas être impacté et ne pas souffrir et pouvoir jouer au poker en prenant du plaisir à court terme.
Tu le dis Voilà. comme ça d'une facilité incroyable, mais je pense que là, tu touches du doigt peut-être le truc le plus difficile dans le métier du joueur de poker et même pour tous les joueurs de poker, quoi. Comment tu gardes ce niveau de confiance et t'arrives à te juger en dehors de tes résultats? Je pense Et que comment là, tu gardes pas trop de confiance aussi pour te remettre en question malgré tout, tu vois, c'est ça qui est dur. C'est la balance entre les Le deux. curseur, il faut le poser au bon endroit. Bah, après, c'est dans ce qu'on met en place au quotidien. Si on sait qu'on se réveille une demi-heure avant sa session, qu'on fait juste un café clope et qu'on scrolle sur Insta, on sait qu'on s'est pas mis dans de bonnes dispositions. Donc là, effectivement, on n'a pas de raison d'avoir confiance. Si à l'inverse, on a fait du sport, on a bien mangé, ou on a pris le temps, etc. Enfin, faut arriver à être objectif. Hein. Comme dans plein de trucs dans la vie. Je pense que c'est la prise de recul qui permet de savoir. Et aussi demander de l'aide extérieure, pas aller voir un psy, mais demander à un mec qui est bon, un mec qui on sait qu'il a une certaine valeur. Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que tu penses que je joue bien, etc. quoi. Faut de la lucidité, mais c'est pas donné à tout le monde. bah, surtout, ça, c'est de l'expérience aussi, je pense. En tant que joueur de poker, tu t'apprends à te Mm. connaître, t'apprends à... Flav, qu'est-ce que tu dirais, toi? Bah, au-delà du fait de focus sur ce qu'on maîtrise, et uniquement ce qu'on maîtrise, et donc de mettre la variance sur le bas-côté, bon ça c'est un concept même de vie, hein, j'ai envie de dire, c'est le rapport, j'ai envie de dire un petit truc de rapport au live aussi. Beaucoup de carrières de joueurs se retrouvent à avoir des bankrolls complètement amputés par le fait d'aller jouer des lives, de shot des lives et de mettre une grosse partie des winnings dans les lives, et quand ça se passe bien, c'est pas mal, ou quand ça se passe bien online, tu peux dépenser une partie de l'argent que tu as gagné en live, et dès que tu bad run, bah, en fait tu craches ta roll derrière. Et je pense que le rapport, la variance en live, elle est énorme. Je dis pas qu'il faut pas kiffer, faut pas aller jouer de live. Évidemment qu'il faut aller jouer du live. Moi, je suis le premier à le défendre. Vous vous rappelez le dernier podcast, j'étais le premier à le mettre en avant. En disant qu'il fallait aller à Vegas, hein, par exemple. Hein. Mais faites attention à ça et le rapport que le live va avoir dans votre grind. Je pense qu'il faut que ce soit un kiff, ou alors que vous soyez extrêmement relais et que ça ne change pas du tout les limites que vous allez jouer dans les mois qui viennent, ni votre mental, une fois que vous allez jouer ces limites qui seront plus basses du coup. Je te rejoins complètement, Flavien. Il y a tellement de gens, j'ai l'impression, qui font une belle année à 40, 50, 60 000 euros et qui vont en drop 30 000 à Vegas. Il faut vraiment savoir que le live, c'est un bankroll killer et que du coup, ça l'est parce que la variance est d'autant plus importante. Ouais. Yes. Et toi, Rob? Euh, Moi, c'est un peu paradoxal, mais j'ai l'impression ce qu'on a dit un peu en introduction, c'est que la variance est souvent sous-estimée en termes réels mathématiques par les joueurs. Mais de l'autre côté, bah, c'est souvent utilisé à trop de fréquence comme excuse, tu vois ce que je veux dire? Je perds du temps, je perds de l'énergie, de l'influx, à me plaindre de la variance, etc. Ou à dire, ah, j'ai pas de chance, etc. Et tout ça, tout cet influx, toute cette énergie, pour moi, c'est de la perte de temps, comme tu l'as très bien dit, Adri. Et c'est du temps que tu n'investis pas pour vraiment progresser et construire un jeu qui soit vraiment bah, le plus solide possible. Peut-être te construire aussi personnellement pour développer ta capacité à garder confiance en toi, à mieux gérer ton bad run émotionnel ou des choses comme ça. Et ça, c'est des choses qui font vraiment la différence, je pense, sur le long terme pour un joueur de poker. Et malheureusement, la variance, le bad run, tout ce que vous voulez, bah, juste on peut rien faire, quoi. Ouais, comme je suis d'accord avec Peut-être toi, aussi on va visualiser parler que la variance, c'est pas notre ennemi en réalité. C'est que oui, on subit la variance, etc. Mais la variance, c'est pas notre ennemi. Si on jouait sans variance, vous seriez en train de jouer aux échecs et vous feriez peut-être chier. Et la réalité, c'est que c'est la variance qui fait que le poker, c'est un aussi beau jeu et qu'il y a autant de joueurs qui jouent pas bien, se dit en passant. Puisqu'un mauvais joueur se dit que quand il perd, c'est qu'il a pas de chance, et que quand il gagne, c'est qu'il joue bien. Et en réalité, il se ment systématiquement. Et c'est grâce à la variance qu'on peut générer autant d'edge, c'est grâce à la variance que ce jeu est aussi intéressant. Voilà. Ouais, c'est super intéressant ça. Moi, il y a un truc aussi sur la variance qu'on n'a pas dit, mais je trouve que chez les joueurs vraiment amateurs, dès que tu perds un coup où tu as l'avantage mathématique, c'est que tu es du mauvais côté de la variance. C'est-à-dire que demain, tu perds un 60-40. Ah putain, moi, je suis noir! Et c'est un enfer, tu vois. Parce qu'en fait, du coup, la variance, ça te dit pas que tu es censé ne jamais perdre ces trucs-là. C'est-à-dire que tu vas la gagner 6 fois sur 10. Mais tu vas la perdre 4 fois sur 10. C'est la norme, tu vois. Ce concept-là, tu peux le dériver très loin et ça amène à beaucoup de leaks dans le jeu. Les joueurs vont ouais. surprotéger leurs mains parce qu'ils se disent que ça y est, leur main c'est la meilleure main, ils ont peur qu'un turn. tirage rentre, des choses comme ça. Enfin, voilà, tu peux dériver sur plein de Ouais. concepts. Alors Et que aussi ton le biais 60-40, tu le perds 4 fois sur 10, bah en fait, t'es even en variance, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ok, c'est Mhm. normal, y a rien de grave. Et il y a un biais cognitif qui est lié à la coloration émotionnelle qui fait qu'en fait, quand on a une émotion forte, ça nous ancre plus le souvenir. Donc forcément, naturellement, on va plus se souvenir des bad beats, etc., que des bons coups, entre guillemets. Bah, on va moins les retenir et donc du coup les gens ont l'impression de perdre éternellement, ce qui n'est pas possible mathématiquement. Hein. Si on croit que si on pense que la Terre est ronde et qu'on croit en les mathématiques, ce n'est pas possible qu'à l'infini, bah, ce truc-là se lise pas. Donc en fait, il faut juste avoir confiance en ça et pas se dire que le soft est régal. Si vous dites que le soft est régal, arrêtez de jouer déjà. Hein. Ça c'est mieux, c'est la meilleure chose à faire, quoi. Et d'ailleurs, pour revenir à ça, si jamais vous rencontrez des personnes qui se plaignent de ça, etc., le livre de Stéphane Matteux qui est ici, mais aussi celui de
qu'a traduit Simon est très bien, où ils disent qu'il faut aller rajouter du rationnel dedans. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit par exemple, moi je perds tous mes coups à tapis avec As-Roi, là tu lui dis, est-ce que vraiment t'as toujours perdu tous tes coups? Là il va commencer à te dire, ah bah non, il y en a un que j'ai gagné une fois. Tu dis, t'es sûr qu'il n'y en a pas un autre, etc. Et essayer un peu de combattre ce fléau, hein. C'est un peu comme un virus ou une épidémie, et du coup essayer d'arrêter la. Ouais, je suis parti trop loin, bref. Mais Ouais, j'ai compris l'idée, c'était intéressant. Alors moi, il y a des petits lags, donc j'ai entendu un mot sur deux de ce que tu disais. Je pense que ça vient de moi, mais c'était presque compréhensible malgré tout. Ok. Bon, t'as rien raté, hein. T'aurais pu laguer tout le long, c'était pas non plus l'intervention de l'année, quoi. Si vous voulez vous faire En fait, remonter vous vous rendez pas compte, c'est depuis le début du podcast, en fait, je comprends rien à ce que vous dites. Ok les gars, on va enchaîner du coup. On a, je crois, aujourd'hui un start bench cut de Adri. On a une main marquante de Flavien. Et moi, j'ai préparé le quiz dont je l'ai parlé tout à l'heure, qui sera pour chacun de vous deux. Est-ce qu'on commence par la main marquante? C'est potentiellement le truc qui prend le plus de temps? Non, ce sera très court. Apparemment non. Premier degré. On est sur un 1000$ WSOP. Le mini one drop, vous vous rappelez, il y avait le one drop 1 million, là, je vous en avais parlé lors du quiz la dernière fois. 18 millions pour le vainqueur. 18 millions, Esfandiari, etc. Bref. Et là, il y avait le mini one drop, donc un 1111$. Bref, et je suis sur ce truc-là. J'ai blanc tout l'été, je me suis fait déchirer tout l'été, je suis à moins 30 000. Et là, dernier tournoi, ce 1100, et je le deep run. Un peu de contexte, hein. Pas de wine, juste du contexte. Et c'est le seul tournoi que JTM du séjour. C'est pas une blague. Et donc, je suis au jour 2, fin jour 2. Vraiment, c'est assez deep, c'est loin. Hein, quand t'es jour 2 d'un WSOP un peu comme ça, turbi, enfin 1000 un peu deep, enfin pas très deep, quoi. On est 100 restants. Sur peut-être 12 000 au départ ou un truc du genre. Et là, je perds un mauvais coup, hein, un coup un petit peu chiant. Un mec me 4 bet, je flatte avec 2 as, on est 40 bébés deep. Ça vient hauteur 9, tout part, il a paire de 9, je sais pas pourquoi il a 4 bet, mais je suis saoulé et je perds le coup. Et là, il me reste genre 12 blindes. Il me reste 12 blindes, je suis milieu de parole. Et le croupier, il distribue et tout. Hop, je reçois mes cartes. Ma carte, spoiler. Et UTG open. Et la parole me revient à moi. Et là, je vois, j'ai qu'une seule carte. True story, je regarde la carte, je vois un as. Et là, je dis au croupier, mais j'ai pas de carte. Et là, il me dit, il appelle un floor. Et le floor dit, la main a déjà débuté parce que quelqu'un a relancé, donc il peut pas y avoir miss deal. Donc monsieur, vous avez une carte, vous prenez votre décision en conséquence. C'est quoi cette dinguerie? Et donc, Incroyable. je suis tilté, je viens de perdre 80% de mon stack, j'ai 12 blindes, je suis là en milieu de parole, j'ai un as, magnifique. Et là, il me dit, t'as pas de deuxième carte, gars. Comment tu fais? C'est dans les règles, ça? Dans les règles, visiblement, c'est t'as qu'une carte. Alors je suppose que peut-être la règle c'est qu'on moque ma main, j'en sais rien. Peut-être j'aurais pu faire tapis, je sais pas. Bon, je l'ai moqué évidemment parce que je suis pas teubé. Mais voilà, il m'a dit vous avez qu'une carte monsieur, tant pis. Et c'était de ma faute parce que j'aurais dû le dire direct au croupier, être attentif au moment où il dealait quoi. Voilà. Donc anecdote très rapide, j'avais qu'une seule carte et je me suis fait niquer. T'aurais dû y aller juste pour l'histoire quoi. T'aurais dû penser que t'allais la raconter dans un podcast, y aller all-in, gagner la main, ça aurait été fou quoi. Et ce qui est marrant, c'est que mec, j'ai l'as de carreau, le mec me colle as roi. Je suis drawing dead. Ah si, je peux faire flush avec l'as de carreau, c'est tout. Je suis drawing dead. Je peux pas gagner le coup. Split avec carré. Bah oui, mais enfin genre c'est incroyable. pitoyable, je peux pas gagner le coup. C'est fou. Ouais, donc en fait la règle c'est que toi t'es censé dire avant que le coup démarre au croupier si t'as une carte ou pas quoi. C'est ça, direct quand il donne, ou bien avant qu'il y ait une action, parce que du coup il peut donner le miss deal. En gros, s'il y a une action positive, la main a débuté. Je crois que s'il y a une relance, ou s'il y a eu un call, ou s'il y a eu 3 fautes, je crois que c'est ça je sais plus exactement. Ça paraît dingue quand même. Positive. Ça paraît dingue. Et j'ai qu'une carte, je suis niqué. Et en fait, vu que quelqu'un a relancé, le coup a débuté. Peut pas faire miss deal. Genre, il y avait du genre raise call, je sais plus exactement. Imagine, je sais pas, t'es en big blind, mais c'est un enfer. Bah, t'es niqué, mec. C'est un enfer, t'es ouf. Peut-être une anecdote très sympa. Je me demande pourquoi il y a eu un petit wine après là sur l'histoire avec Assas, mais sinon la fin est super. Il a placé 2 wines. Le fait qu'il avait pas item. C'est pour mettre le contexte. Genre, je suis tilté avant le tournoi. Dans le tournoi, je suis tilté parce que je viens de tout perdre mes jetons. Et là, première un as, pas de deuxième carte. T'imagines l'état de tilt? De toute façon, Flavien, dans tes anecdotes, il y a soit un brag, soit un wine. Et d'un autre côté, c'est plutôt logique. Les anecdotes, c'est souvent ça. C'est vrai. Écoutez, moi, je suis défendu en big blind. J'avais 8 de off, j'ai foldé. Voilà, ma marquante. Adrien, est-ce que tu veux nous proposer un petit start bench cut? Oui, tout à fait. Vous avez rencontré l'heureux élu au Winamax Poker Tour, non pas aux tables mais au bar le soir. Elle s'appelle Sandrine, elle vous vient du nord de la France. Et elle a à ce moment-là une chope de bière dans chaque main et elle a encore un petit peu de maillot des frites qu'elle a mangé au coin des lèvres. Et vous décidez de la demander pour épouse. Et elle accepte. Ah ouais, ça va vraiment vite quoi.
Ouais, non, vraiment, parce que c'est la femme de votre Ah, vie, vous l'avez tout de suite senti à la laine un petit peu chargée avec un arrière-goût de tabac. ok. Et là, vous vous dites, cette Sandrine, je veux l'épouser, vous la demandez en mariage, et par chance, elle dit oui. Et Je me là, il demande vous où faut ça un va tout ce témoin. temps-là. Ouais, j'essaie de planter le décor parce que le start bench cut, il est pas terrible derrière, du coup, j'en mets un petit peu, j'en mets un petit peu avant. Et du coup, là, il vous faut absolument, vous avez Choisir trouvé un une date à témoin. l'église d'Aix-en-Provence, choisir un témoin. Ah, Et malheureusement, à cette heure-là, au bar, il reste que trois personnes. Il reste Chotek, Pierre Calamusa et Flavien Guénan. ouais. Mais le Ah, truc, pour c'est mon que ce propre témoin, mariage, surtout, moi, comment je fais du coup? Ah ouais, c'est bizarre. c'est pas ton mariage, c'est le mariage de quelqu'un d'autre, c'est mon mariage, c'est moi qui ai rencontré, c'est Ah moi qui ai ouais, eu la chance de rencontrer Sandrine. Pas de tu jaloux, l'as s'il vous bien plaît. préparé ce Start Cut, hein. Tu l'as vraiment bien préparé, Oui, frérot. non, mais ça C'est pour va, ça c'est qu'il bon. était en retard. C'est pour ça qu'il était en retard. Il nous a dit Ah qu'il ouais, avait des C'est merguez toi à qui faire étais en cuire et retard. tout, mais non. Bref, et du coup, vous devez choisir un témoin de mariage qui va faire un alors discours frère. devant toute votre famille et tous vos amis. Et du coup, vous avez le choix entre Chotek, Pierre et Flavien. Et toi-même, du coup. Bah déjà, le Alors, pour discours devant toute la contextualiser, famille et tout, t'enlèves Pierre, je pense. alors déjà, je pense que est-ce que Chotek, on a envie de lui faire un discours quand on voit ce qu'il a pu Attends, dire attends, lors du attends, UPT? attends, laisse-le choisir son propre truc. Moi, je pense, Pierre, le problème, c'est que tu sais pas ce qui peut se passer. C'est dans un truc où ça peut être extrêmement drôle, mais il suffit que t'aies un juif et que Pierre fasse une blague sur Rogelist, et là, t'es mort, quoi. Ça peut Ouais. mettre un malaise absolu. Parce que le tonton qui vient du Cantal ou je quoi, il est pas dans l'humour direct, tu vois. Ou si tu fais une François Damien, c'était un petit peu. Ouais, ça peut être un peu. Puis te regarde avec un petit air de pervers, il met un doigt à mamie, ça fait un peu bizarre, quoi. Voilà, rien demandé. Donc moi, Pierre, pour cette raison, j'irai avec des pincettes. Je sais que je peux me marrer de fou, mais t'es un peu sur le risque, voilà. Chotek, je pense, il a de l'esprit, comme il a pu montrer sur sa victoire. C'est plus, c'est plus subtil, quoi. C'est un peu plus subtil, je pense. Donc moins de risques de gros dérapages. Et Flavien, Alors, je précise, avant que tu choisisses peut-être Flavien, le mariage ne dure qu'une journée. Donc, vous n'avez pas le temps de rallonger derrière, vous avez d'autres trucs prévus. Ouais, t'as peur que je fasse un discours un peu comme dans le sens de la fête de 4 heures, quoi. C'est ça. bah, c'est ce que j'allais dire. Flavien, le problème, c'est qu'il t'endort avant le cocktail, quoi. Donc là, t'es pas bien. Là, t'as mamie qui roupille et papy qui est déjà passé l'âme, quoi. Il a passé la Donc, meilleure soirée de sa vie ouais. après avoir vu. Moi, je pense que je prends Chotek en start, je bench Flav et je cut Pierre. Ah, j'aurais pas cut. Ok, je prends pas du tout ça, moi. Je pense que je cut Chotek parce que je crois qu'il est très mal à l'aise à l'idée de parler devant des foules. Je crois qu'il aime vraiment pas Possible, ça. du tout ça. Et j'ai même déjà entreaperçu des moments où il parlait, où il avait un petit peu manqué de tact, ou quand il avait des gens autour de lui, et j'ai peur qu'il fasse une glissade. Ok. Donc malheureusement, je cut Chotek. Pourtant, sa blague était très bonne de la femme enceinte, mais voilà, je cut Chotek. Je pense que je me bench moi parce que, me connaissant, je déteste les discours, je vais détester faire un discours, et vraiment, je serais très mal à l'aise à l'idée de faire ça. Mais par contre, j'ai quand même une bonne plume, je pense que j'écris bien, donc je vais quand même faire un truc correct. Par contre, je start Pierre, et là je te rejoins pas du tout, parce que je pense que Pierre est un super orateur. Faut juste que lui mettre un cadre. C'est un super orateur. Tu vois, limite typique, faut que je lui écrive son discours et que ce soit lui l'orateur, tu vois, à la limite. Alors, moi, j'entends ce que tu dis, mais ça fait quand même 15 ans que Stéphane Matteux essaye de lui mettre un cadre. Ouais, mais C'est c'est pas un bon une- orateur. Tu veux Mais un moi, bon je dis pas le orateur pour faire un contraire. bon discours. Et ce sera le meilleur. Ouais. Après, pour aller dans ton sens, la meuf que t'as rencontrée au bar à Aix-en-Provence ou je sais pas quoi sur le Ça se Wikipédia, prête complètement à un discours de Pierre en plus quand il ouais, réfléchit. la Il situation, a des je pense, blagues c'est toutes faites qui fonctionnent bien, Ouais, le ketchup, ouais. machin, genre tout est parfait quoi pour Pierre. Puis potentiellement, t'invites pas ta famille à ce mariage-là, quoi, non plus. Quoi. T'invites pas un petit comité, quoi. T'assumes Après, pas devant. Aix-en-Provence, c'est supposé être Aix-en-Provence, c'est un peu friqué et tout, tu vois, donc c'est bizarre normalement. Moi, je le trouve pas si pourri, et du coup, j'ai envie d'entendre ta réponse, Adrien. Bah effectivement, c'est non, il y a match. Hein. Non, moi je pense que j'ai quand même envie que ce soit détente un match, pas que ce soit trop protocolaire et tout, donc je pense que je vais start Pierre, parce que peu importe où il ira, ce sera sympa, il y aura Voilà. de la bonne ambiance, etc. Ça en gênera peut-être certains, mais ça en fera rire beaucoup d'autres, ce sera dynamique et volubile. Je vais bench Flav, parce que je pense qu'il a quand même deux trois trucs à dire, mais c'est vrai que j'aurais peur que ça dure trop longtemps. Et par contre, je vais cut Chotek parce qu'effectivement, non pas pour le côté ce qui peut sortir, mais plutôt pour son plaisir à lui. Je pense que ce serait vraiment une torture de le mettre devant plusieurs personnes et de devoir faire un discours. Voilà. Mais c'est un vrai sujet, l'humour de Pierre, moi, je trouve. J'ai entendu dans un podcast, je crois que c'était le truc de Club Poker là, qu'ils ont passé. Je sais plus, j'en ai reparlé à l'occasion récemment.
Et j'ai entendu reparler de son poste, tu te rappelles, à l'EPT, où il a pris un mec qui avait un membre qui avait été amputé. Et il avait fait une photo avec une story de lui où il avait mis genre cet EPT lui a coûté un bras. Je sais plus avec qui j'en parlais. Mais moi, personnellement, je trouve que t'es un roi de rire de tout et c'est génial, tu vois. Et je pense 99% des gens se sont marrés en voyant ça. Même le mec, ça se trouve, il aurait vu la story, il serait marré, tu vois. Ouais, De toute mais façon, t'as il est tout plus dit, là, t'as dit souvent. ça se trouve. T'as tout dit, t'as dit ça se trouve. Mais c'est ce que Et j'allais ça se poser trouve, comme non. question. Et ça se trouve, non. Mais c'est ce que Ouais, j'allais si moi, poser je le- comme question. Si je le mec, je le connais et je sais que ça le fera rire ou que ça le dérange pas, pourquoi pas, ok. Mais sinon, non, quoi. Ouais, mais Ça du se trouve, coup, le mec, il est en complexe massif et ça le met en PLS, ça lui Et revient tu aux demandes oreilles. avant, ou machin. s'il l'a demandé, il n'y a aucun souci, mais par contre, l'afficher devant, je sais pas, 10 000 personnes, s'il est pas d'accord, non, ça ouais, va, je sais pas effectivement. s'il avait demandé et tout, peu importe, tu vois, mais c'est J'imagine vrai que oui, Ouais, j'espère. c'est possible. Ouais. Ouais, puis il aurait pu faire un truc plus original, il aurait pu dire pas de chocolat ou des bails du genre, tu vois, à la limite. Ouais. Bon, bref, peu importe. Mais c'était, ouais, pour mettre la limite sur où tu trouves que l'humour, jusqu'où tu peux aller avec l'humour, quoi. Mm. Moi, j'ai l'impression On peut que rire tu peux de tout, mais dire pas parce que que tout le monde. c'est pas méchant, tu vois. À aucun moment, Pierre, Mm. que dans cet exemple-là ou dans tous les exemples, il a pour volonté de nuire à la personne. Ça se sent, tu vois. Ouais, on va pas débattre de ça, on sera pas d'accord. En plus, de toute façon, on a un quiz à faire. C'est vrai qu'il y Ah a oui, ce ça, truc. j'avais oublié ça. Moi, Mais j'étais oui, prêt à... quiz. Ok, bah on débattra ça dans un autre épisode. Alors les gars, je vais commencer par le quiz de Flav. Flav, je vais mettre un Ok, donc chronomètre. je suis hors de position. Qui est hors de position. Je vais mettre un chronomètre. Vous avez 60 secondes pour répondre aux questions, les gars. Ok. Une minute, vous avez 10 questions. Entre le fait que je l'énonce et le fait que vous répondez, c'est jouable. Ça ferait 4 secondes par question. Franchement, faut essayer pour que ça soit friendly de mettre un petit tempo, quoi. Ok, je vais essayer de le faire moi à l'énoncer des questions et vous sur les réponses. Et s'il Ok. y a une réponse où je dis passe, est-ce qu'elle peut revenir à la fin? À chaque fois que tu passes, c'est un ticket 10 € offert sur les commentaires YouTube. Mais j'ai le droit de revenir but, sur la c'est- question ou pas? Et pourquoi tu veux passer pour revenir? C'est quoi l'intérêt? Ah, parce que des fois, ça peut me demander trop de réflexion et je veux juste aller à la question suivante. Ah, tu veux dire tu la T'as passes pas et elle joué à assez revient de plus quiz. tard. Toi, t'as pas joué à assez de trucs télévisés. Dans Ah, ta- je t'avoue que mes week-ends sont un peu occupés en ce moment. Ok, bah écoute, donc y a pas pas, de passe, si tu ça veux, va. mais bon, je pense que ça complexifie un peu pour moi de me retrouver dans les questions et tout. Ok. T'es prêt? Oui. Allez, 1, 2, 3. Aimes-tu raconter tes HH pendant les breaks? Absolument pas. As-tu déjà 33 minutes pour préserver ton image? J'ai rien entendu, ça a lagué. As-tu déjà tant que 3 minutes pour préserver ton image? Oui. Qui est le meilleur joueur français selon toi? Emilien Pitavi. Le contenu Kill Tilt est-il meilleur que Pure Poker? De très loin. Quel est le plus mauvais joueur de nous trois? Robin. Quel serait ton plus grand rêve dans le poker? Gagner un bracelet. Quelle a été ta plus grande désillusion dans le poker? De pas avoir réussi à gagner le 3 millions ou le 5 millions d'events. Es-tu meilleur que certains team pro? Oui. Quelle est la main que tu détestes le plus? Dame 10 dépareillée. Quelle est la chose qui t'excite le plus dans le poker? Qui m'excite le plus, c'est ça que t'as dit? Ouais. Valet 9 suité. 1 minute tout pile. Alors 29 UT, c'est la réponse, je m'attendais pas du tout. Ok. Mais j'ai eu des petits lacs, c'était compliqué, donc on gagne 2 Non, secondes. ça, Donc je suis à juste 50. à part la première question, ça a été plutôt habile. Ok. Dumb Trip, est-ce que tu es chaud? Du coup, Du j'ai coup, les y a mêmes. pas de points en fait là. Non, il n'y a pas de point, c'est juste un Non, truc c'est- un peu. C'est bien, j'aime bien l'idée. Ouais. T'aurais juste dû me dire de pas écouter les questions. J'essaie de Bah, c'est pas les mêmes préparer questions. Non, mais t'as des questions différentes. Ah, c'est Par pas contre, la- j'ai vu que Dumb Trip t'as Ah, bien. tiqué à Dame 10 dépareillée. Pourquoi? Bah, genre, c'est vraiment pas à la main que j'aurais pensé. Ouais, j'avoue, moi non plus, 9 de off, etc. Bah, tu sais, c'est une main qui est suffisamment bonne pour être souvent jouée, mais qui d'un autre côté, genre, est chiante quoi. Ouais, tu folles versus 3 bêtes, tu défends jamais, t'es tranquille quoi. Non, tu folles pas toujours. Non, j'aime pas. Ça dépend qui En fait, t'en c'est la main qui, quand je commençais à jouer au poker, c'est la main qui me terrorisait au tout début. Ouais, moi c'est As-Roi.
Comment on joue à 3 sur 8, 7, 6. En tout cas, j'ai vu que Robin, quand j'ai dit que c'était le moins bon de nous trois, littéralement, il a arrêté de lire la question pendant 2 secondes. Il a eu un petit bug serveur en mode putain le bâtard. Il a osé le dire. Je pensais que t'allais plus hésiter pour me ménager, quoi. Là, il a pas tant que 3 minutes. Là. Non, il a pas de temps que là, direct. Et je Ok, précise les gars. que Kill Tilt est bien meilleur que Pure Poker pour le public auquel il s'adresse. Pour moi, c'est la seule question où t'as menti. Mais bon, après, c'est toi et Non, ton... parce que c'est bien meilleur pour le public auquel il s'adresse. Ok, on va pas épiloguer. Adri, est-ce que tu es prêt? Oui. Quel est le pire joueur du Stream Gang Winamax? Facile. Trizy. J'ai déjà eu peur en t'asseyant à une table de poker. Oui. Quel serait ton plus grand rêve dans le poker? Putain, j'ai pas. J'ai pas de rêve. Penses-tu détrôner un jour Z Chance en tant que plus gros streamer français? Poker. On le fait en 2026, ce quiz-là? Oui. Quelle est la situation qui te met le plus mal à l'aise à une table de poker? L'agressivité verbale. À quel âge penses-tu arrêter de tremper tes petits princes dans ton bol de lait? Jamais. Moi vivant, jamais. Quelle est ta plus grosse qualité en tant que joueur de poker? L'objectivité. Quelle est ta position préférée? 69. Qu'est-ce qui te plaît le plus quand tu joues au poker? Le volume. Enfin, cliquer partout. Quel est le team pro auquel tu ressembles le plus? Guillaume Diaz. Allez, t'as perdu 15 secondes. Mais c'était pas mal. Désolé. Mais c'est Au, trop au dur. moins, t'as pas menti. Ouais. Bon, c'était un petit essai, les gars. Je pense qu'il faut... Ouais. C'est pas Je mal. me Mais attends, ferai- mais on peut pas te le refaire à toi? Non, bah c'était des questions adaptées à vous, les gars. C'était, Mais ça- j'essayais ouais, quand même comment de ça faire des marche petites aussi, questions. Non, Pour toi, ça marche aussi. on verra sur un autre épisode. Par contre, ça m'a Ok. mis très très mal là, les questions. Mais le rêve Aucun sur rêve. le poker, Don't ouais, c'était trip, un peu aucun perso. rêve. Ouais, c'est ouf de pas avoir de rêve. Mais vraiment, vraiment, il y a eu un vide dans ma tête. Je me suis dit, vraiment, quand je dis que je suis content de ce que je vis actuellement, c'est que je suis content comme ça. Genre, j'ai pas de. Bah, ton Bon, rêve, ça peut être de Pas gagner, continuer. genre, gagner le Hein petit trident 10 € de 21h30, je sais pas, un truc du genre. Ouais, si, mais genre tous, je suis très content, tous, quoi, de n'importe lequel. Mais je veux dire, même 3 qui millions, ça les peut pas arriver, chiants, gagner un Vegas. bordel, oh Bah ouais, mais c'est ça qui là est là. Parler Ah. de discours policés et tout, lui c'est le chef. Ah ouais, Tom Trip, t'abuses là quand même. Mais C'est nous, pas une petite policier, non, non, demi-molle, vraiment, je suis quoi. premier, Mets-nous je suis un truc, premier degré, hein. vraiment. Mais je trouve ça triste, hein, d'ailleurs. Mon coach mental, il m'a dit, quoi, t'as pas d'objectif et tout, ça te tire pas vers le haut. Putain. Et c'est vrai que j'ai pas retravaillé dessus, faut que je me le Mais mette, hein, attention, mais, différencie objectif et rêve du coup. ouais, mais les objectifs sont des étapes vers le rêve, non? Ouais, Le je rêve, pense je pense que- que tu peux ne jamais l'atteindre quoi. Juste il est là quoi. Ouais, un Ouais. fantasme. Et le 69, Par exemple, un peu Robin, surcoté. le fantasme, on sait que c'est Léo Marguette. moi, pas du tout. Ah si, tu En nous avais vrai, fait pas la du dernière tout. fois ton C'est histoire. Non, vrai, Tu je nous la avais trouve fait ton jolie. histoire avec Léo Marguette cette dernière fois. Oh, Attention. Robinou. Tu nous avais fait Moi, ton je la anecdote. trouve très jolie qu'on me comprenne bien, mais ça serait pas du tout mon fantasme. Et pas du tout ma cam. On a Et la position, on était au poker, je savais pas, du coup, j'ai bugué. J'ai pas eu. Je savais pas si t'avais dit, mais ça me paraissait évident que c'était au poker, mais du coup, je pensais que t'avais troll, tu vois. Bah, du coup, si je me suis dit, je vais troll parce que c'est pas drôle, genre position préférée. Ah bah, UTG, j'adore. Ça, c'est bizarre. Bah, en fait, ça dépend des trucs où tu peux te sentir plus à l'aise, tu vois. Big Là, Blind. ouais, Big Blind, ça peut être. C'est souvent Big Blind bouton, je pense. C'est vrai. Je sais Sans pas. Big Blind, tu perds une tonne et bouton, tu gagnes une tonne. Donc c'est assez étonnant comme. Ah mais la question c'est pas quelle est la position dans laquelle tu gagnes le plus d'argent. C'est comme ta main préférée, tu vois. T'analyses trop, Dom Trip, laisse-toi aller, lâche-toi, laisse. Tu vois, regarde moi quand il Là, m'a je suis demandé dans ce qui le contrôle, je me m'excitait tiens et le que bras, j'ai dit vous valet voyez. 9 soutes, j'ai pas pensé un instant, j'ai ressenti le truc et j'ai dit valet 9 soutes. Il y a eu un Ressens. kiff qui est monté en moi et j'ai dit valet 9 soutes. Là, mais, honnêtement, non, vraiment, c'est juste que j'ai pas de réponse intuitive, quoi. Mais c'est très très bien ça comme truc, faudra refaire. Je vous en pense, referai enfin, un avec des questions encore plus peut-être t'en fera perso. aussi. Je te reposerai la même question au bout de 6 quiz, peut-être t'auras la réponse sur le rêve, ça peut être cool. Ouais, et surtout faudrait le refaire parce que vu que moi je vais gagner le bracelet cet été, tu feras comment ensuite? Bah, on refera. Mais tu commences à beaucoup te jinx hein, pour le bracelet. Faire attention. Hein. Ah, Mec, ça le fait jinx, beaucoup. moi je pense qu'on est en Je sens que tu 2026, aimes c'est- défier c'est le terminé. jinx, mais. C'est terminé le jinx. Est-ce que tu Ouais. penses que la variance a une dette envers toi, Flav, vu que t'as tout blanc que l'année dernière? Est-ce que là tu te sens que Attends, ça va perdre? tout Est-ce que blanc que l'année dernière, il a quand même 2 fois TF le 3 millions, je sais pas quoi là. Non, mais en live,
Quand c'était sur Vegas, en live, c'est pas juste l'année dernière, c'est 15 ans. Si le live nous doit quelque chose, c'est pas l'année dernière, c'est plus les années d'avant. Je regardais ses stories, c'était Black Mirror. À chaque fois, je la regardais du coin de l'œil, comme ça, j'avais peur de voir le Busto, la nouvelle moquette ou quoi que ce soit. Bon, en tout cas, c'était cool. Pour un épisode sans actualité, on a fait le même temps que les épisodes d'avant, les gars. Donc voilà, vous avez été bavards, mais ça fait plaisir. J'espère que ça vous aura plu, les gars, dans les commentaires, tout ça. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des retours par rapport à cet épisode. En tout cas, merci à tous ceux qui nous soutiennent, qui nous mettent des petits likes, qui nous soutiennent sur les réseaux, etc. Ça fait grave plaisir. Nous, ça donne envie de continuer. On prend beaucoup de plaisir à faire ça. J'espère que ça se sent. Et puis, on vous dit à très vite. Proposez-nous des thématiques pour les hors-séries comme ça, où on fait des trucs un peu techniques, potentiellement. On parlait d'ICM ou de choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à nous proposer des thématiques de ce genre. Et alors, vous verrez cette vidéo, Flav aura sans doute déjà gagné son bracelet, mais vous pouvez quand même nous dire si vous pensez qu'il va finir up ou non sur ces WSOP qui du coup vont durer 3 semaines pour lui. Tu paries quoi, toi, Ceux qui disent oui, il y a une cote de 50 pour 1. Bah moi je dis oui honnêtement, parce que je pense que ça va le faire, enfin en tout cas tu te dis que t'as beaucoup bossé, etc., les strats en 9 max, etc., l'exploitation du papyricain, donc si ton travail est à la hauteur de ce que tu... Et le problème, c'est qu'il les a bossés avec moi. Plus fort. T'as de l'expérience. Ah, laisse tomber. Non. Non, mais t'as de l'expérience en plus. En vrai, je crois en toi, Flav. Ça m'arrache un peu la bouche de le dire, mais je crois en toi. Ouais, donc, c'est bon. Bah, c'est bon, je vais gagner alors. Ouais, moi, je sais pas, j'ai un bon feeling aussi sur Flav, les gars. Je sais pas pourquoi. Je sens la petite hype qui monte là. Donc, ouais, à suivre. Ok. Bon, bah, bonne soirée, bonne matinée, tout ce que vous voulez. Passez une bonne journée. Et on vous dit à dans 2 semaines pour un nouvel épisode, les gars. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. À plus. Belle conclusion, Robin. Bravo. Pocas, la main gagnante. Une carte, un clic, ça chante. Tout le monde à la même table. Pocas, le jeu mémorable. Pocas, la main gagnante. Une carte, un clic, ça chante. Tout le monde à la même table. Pocas, le jeu mémorable. Tu t'installes, café fumant. Tes potes arrivent en 2 temps. Un sourire, le cœur qui tape. Pocas lance déjà la phase. Pocas, la main gagnante. Une carte, un clic, ça chante. Du salon jusqu'au bout du monde. Pocas, la chance qui gronde. Tu bluffes un peu, tu ris souvent. Tu partages chaque moment. T'écoutes, tu parles, tu relances. Pop avec la cadence. Pocas, la main gagnante. Une carte, un clic, ça chante. Tous ensemble, même ambiance. Pocas, le jeu, la confiance. Pocas, la main gagnante. Une carte, un clic, ça chante. Tous ensemble, même ambiance. Pocas, le jeu, la confiance. Pocas, la main gagnante. Une carte, un clic, ça chante. Tout le monde à la même table. Pocas, le jeu mémorable.